âme sensible s'abstenir. Bref, je vous demanderai pas de liker, de vous abonner, indirectement je le fais. En vrai, indirectement je le fais. Je vais pas forcer avec ça, mais voilà, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas, en vrai ça fait toujours plaisir, ça soutient de fou la chaîne pour qu'elle évolue. Bref, je me perds, commençons cette dernière histoire. Le dahlia, plante originaire du Mexique, est prisée par les jardiniers du monde entier pour ses fleurs magnifiques. Elle a été découverte par les botanistes européens au XVIIIe siècle lors des grands voyages de découverte et de commerce. Depuis, ils fleurissent les jardins européens de leurs couleurs chatoyantes. Mais l'histoire dont on va parler aujourd'hui, surnommée le dahlia noir, est très loin d'être aussi parfait et beau que la fleur que vous avez devant vos yeux. De par son nom, déjà, le dahlia noir nous indique que d'un jardin coloré dans les ténèbres, il nous fait basculer. Laissez-moi vous conter l'histoire lugubre de cette triste affaire, le crime du dahlia noir. L'affaire du dahlia noir fait référence au meurtre non élucidé d'Elizabeth Short, une jeune femme américaine surnommée le dahlia noir. Elizabeth Ann Short naît dans le quartier de Hyde Park, dans la ville de Boston, le 29 juillet 1984. Son père, Cleo Short, était un entrepreneur possédant une affaire de construction de golf miniature et sa mère se nommait Phoebe May. Ruiné par la Grande Dépression de 1929, le père avait été malheureusement contraint de déclarer son entreprise en faillite. Incapable de nourrir sa femme et ses 5 filles, il les a abandonnées en 1930, laissant sa voiture sur le pont de la rivière Charles pour feindre son suicide et faire croire qu'il s'était jeté dans la rivière. La vie de la petite Elizabeth, comme vous le voyez, démarre bien tristement. Elle a ensuite été élevée par sa mère à Mitford, dans le Massachusetts. Souffrant de crises d'asthme régulièrement, elle passait l'été à Mitford et l'hiver en Floride. En seconde, elle a décidé d'arrêter ses études pour se concentrer à trouver un travail à Miami Beach, où elle a trouvé d'ailleurs un emploi, serveuse. Mais celle qu'on ne surnomme pas encore par son triste sobriquet, animée par l'ambition, rêvait de faire carrière dans le cinéma. À l'âge de 18 ans, elle a donc décidé de partir pour la Californie. Son père ayant repris contact avec sa mère, après avoir été rongé de remords par son geste, elle a emménagé chez lui pour se rapprocher de son rêve, la ville d'Hollywood. En 1983, toujours avec son père, ils ont ensuite déménagé dans la ville de Los Angeles, avant qu'elle ne quitte le foyer à cause de leur rapport conflictuel, selon un témoignage de l'époque. Pour subvenir à ses besoins comme elle pouvait, elle a accepté un emploi d'hôtesse de caisse dans un magasin de l'armée à Camp Cook, toujours en Californie. Puis elle a pris destination de Santa Barbara, où elle fut arrêtée le 23 septembre 1943 pour consommation illégale d'alcool par une mineure. Elle va être donc, renvoyée chez sa mère à Mitford par la brigade des mineurs. Gagnant alors principalement sa vie comme serveuse, elle a ensuite résidé dans différentes villes de Floride, avec quelques retours occasionnels dans le Massachusetts pendant quelques années. Et il y a rencontré celui qui proposera de l'épouser plus tard, un officier de l'armée de l'air, le major Matthew Michael Gordon Jr. Après avoir vécu une enfance pas si dingue, sous le signe de l'abandon paternel, elle semblait être sur la bonne voie pour former son propre foyer, sa propre famille. Mais malheureusement, une chose va venir casser tous ses rêves qu'elle avait. Son fiancé, mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, décédera en Inde dans un accident d'avion le 10 août 1945. En juillet 1946, surmontant son chagrin pour son ambition, elle a pourtant trouvé la force de reprendre le chemin de la Californie à destination d'Hollywood, toujours ayant pour objectif de devenir actrice. En 1946, accumulant les petits emplois par-ci par-là, elle finit par trouver l'amour en la personne de Joseph Gordon Finking, avant de rompre très vite après. Oui, parce que Elizabeth, c'était pas le genre de personne, à cette époque-là, qui restait avec un homme et pendant une durée assez longue. C'était tout l'inverse de ça. Pendant ces périodes de célibat, la jeune femme, réputée pour être assez jolie, menait une vie de sortie et fréquentait beaucoup d'hommes. Le 9 janvier 1947, elle revint à Hollywood, toujours dans l'ambition des Lumières, mais jamais elle n'en repartira vivante. Et pourquoi ? Vous allez savoir très vite et accrochez-vous bien parce que ça va être assez glauque, là maintenant. Au matin du 15 janvier 1947, une mère et sa fille se promenaient dans leur quartier de Los Angeles, aux abords d'un terrain vague. Sur le trottoir, la mère va observer et elle va voir quelque chose. C'est une chaussure féminine. Elle regarde alors plus loin pour distinguer quelqu'un à qui cette chaussure aurait pu appartenir. La mère identifia alors ce qu'elle pensait être un mannequin. De par sa blancheur, le corps, déposé à la hâte sur le sol, démonté en 2 parties, comme elle explique, ne pouvait être qu'un mannequin. C'était obligatoirement ça. Ça ne pouvait pas être un corps humain. Ce mannequin était le corps de Elizabeth. Face à l'horreur et après un moment de stupeur, la femme qui réalisait alors qu'il ne s'agissait pas d'un mannequin mais d'un cadavre, prit sa fille dans ses bras et s'enfuit pour alerter la police au plus vite. Le corps d'Elizabeth Short a été retrouvé coupé en 2 au niveau de l'abdomen et vidé entièrement de son sang. Plus loin, les enquêteurs retrouveront aussi un sac appartenant à la victime. Certaines pièces du dossier finiront par disparaître avec le temps. De plus, personne, pas même la police, ne prend de précautions sur la scène de la découverte du corps. La scène de crime va être contaminée par des nombreux passages de la police, et même certains journalistes sont allés jusqu'à déplacer le corps sans aucune précaution pour préserver des éventuels indices. L'enquête qui s'en est suivie a prouvé que la scène où on découvre le corps n'était pas la scène du crime. D'une part parce que le corps avait été nettoyé, ne présentait aucune trace de sang lorsqu'il a été retrouvé, pourtant découpé en 2 au niveau de la taille, ses entrailles vidées sur le sol. Mais aussi que le lieu de la découverte ne
présentait aucune trace de sang. Enfin du moins pas assez pour constituer le lieu d'une véritable boucherie. Très vite, le surnom donné à la victime du Dahlia noir est popularisé par la presse entière, et aurait, pour l'anecdote, plusieurs origines. Suivant des versions, il proviendrait soit de son abondante chevelure brune et de ses vêtements noirs qu'elle avait pour l'habitude de porter, soit d'une fleur de dahlia qu'elle aurait portée dans les cheveux. Mais il peut également et tout en même temps faire référence au film de Blue Dahlia, le Dahlia bleu, sorti peu de temps avant le meurtre et dont l'intrigue est justement fondée sur l'assassinat d'une jeune femme et à la recherche de son meurtrier. L'enquête révélait en raison des traces qu'elle avait sur les poignets, qu'elle avait été attachée et longuement torturée, juste avant de mourir. Les policiers vont supposer que le corps avait été vidé de son sang, probablement dans une baignoire, pour finir par être lavé. L'absence de sang sur les lieux de sa découverte indiquait aussi qu'elle avait été assassinée ailleurs, puis transportée dans le terrain vague. La police avait auditionné les habitants et visiteurs alentours, permettant d'identifier la présence d'une voiture décrite comme grosse et de couleur noire, sans pour autant réussir à identifier le conducteur ou le propriétaire. Des suspects ont aussi été interrogés. On peut citer le dernier petit ami en date de la jeune femme, Jack Anderson Wilson, ou encore un médecin de 40 ans à l'époque qui aurait soigné Elizabeth. La résidence de ce docteur aurait jusqu'à être mise sous écoute lors de l'enquête. Je vous conseille de bien retenir cette information-là. Quelques semaines après la découverte du corps, enquête piétinée quand la presse a alors mystérieusement reçu l'extrait de naissance d'Elizabeth Short, sa carte d'identité et un carnet. Carnet où les coordonnées de 75 personnes étaient inscrites. Le carnet envoyé par un inconnu à la presse, estimé donc appartenir à Elizabeth, avait une page qui semblait être un petit peu cassée, voire même déchirée. Mais encore, beaucoup de médias recevront ensuite des lettres anonymes qui prétendaient avoir été expédiées par le tueur. Plus de 50 personnes avouèrent être à l'origine du meurtre, sans qu'aucune pût être reconnue coupable. Le problème, c'est que la ville de Los Angeles de la fin des années 40 est une ville corrompue, jusque dans sa police, et gangrénée par la mafia, dont de nombreux cas de féminicide non élucidés. Et le meurtre de Dahlia ne va pas échapper à cette règle, il a donc fini par être classé sans suite, faute de preuves. Pourtant, l'histoire est loin de s'arrêter là. Coïncidence ou pas, mais le 10 février 1947, soit quelques semaines seulement après la découverte du corps d'Elizabeth, le corps d'une autre femme, Jane French, a été retrouvé dans des conditions sordides et très similaires. Nu, mutilé, le crâne explosé, le corps piétiné, sur son corps il était inscrit avec du rouge à lèvres « Fuck you BD ». Les lettres B et D pourraient correspondre, on ne sait pas, on n'en est pas vraiment sûr, mais on pense que c'est ça, en anglais, à Black Dahlia, donc Dahlia noire en français. Mais ici encore, il faut restituer les crimes dans leur époque. L'idée criminelle, vous savez, de serial killer n'existait pas encore. Même les recherches ADN, dites-vous, n'étaient pas du tout encore maîtrisées. S'il existait déjà des criminels qui tuaient en série, on ne les appelait pas encore comme ça. Et surtout, on ne reliait pas toujours immédiatement des crimes similaires entre eux. Le lien entre le meurtre de Jane et d'Elizabeth n'est donc pas du tout établi. Et la découverte du corps de Jane French, malheureusement, ne permet pas du tout de relancer l'enquête sur le Dahlia noir, sur Elizabeth. Et pourtant, on va avoir un rebondissement que personne n'attendait, qui va changer toute l'histoire. En 1999, soit 52 ans après la découverte du corps d'Elizabeth, un policier qui, a priori, n'avait aucun lien avec elle, perd son père, George. Steve Odell est à la retraite depuis 13 ans, lorsqu'il doit traverser ce deuil. Et en triant douloureusement les affaires de son défunt père, il a découvert la photographie d'une magnifique femme, qu'il n'arrivait pas forcément à identifier. Steve a donc demandé à la veuve de son père si elle possédait des informations sur cette personne, et celle-ci lui a répondu qu'il s'agissait d'une connaissance que son père fréquentait il y a longtemps. Et non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien de notre fameuse Dahlia noire. Hasard ou non, il tombera plus tard sur la une d'un journal qui publia alors la photo d'une enveloppe d'une des lettres originales prétendues avoir été envoyée par le tueur aux médias en 1947. Il a alors pris conscience qu'il s'agissait de l'écriture de son propre père qui venait de décéder, George Odell. Rongé par cette sordide évidence, il accumulera ensuite pendant plus de 14 ans les preuves afin de démontrer son intuition, et qu'elle était surtout très bonne. Suspect numéro 1, George Odell. George Odell, le père de Steve, est devenu médecin à 29 ans, soit en 1936, et s'était spécialisé dans les maladies vénériennes lorsqu'il pratiquait à Hollywood. Cependant, ses nombreuses liaisons faisaient beaucoup parler et le scandale éclata autour de lui, lorsque l'une de ses maîtresses, qui menaçait de dévoiler ses nombreuses liaisons, a été retrouvée inerte à la suite d'une overdose médicamenteuse. Pourtant, il n'avait déjà pas été inculpé, faute de preuves encore une fois. Il s'expatria pour on ne sait quelle raison, un an en Chine après ça. À son retour aux États-Unis, il rencontra un artiste surnommé Man Ray, qui, ici encore, coïncidence ou non, est connu dans l'histoire de l'art pour déconstruire le corps humain. En plus de ces coïncidences qu'on pourrait encore remettre en doute, il s'avère que le docteur George Odell était aussi le médecin de Elizabeth Short, la Dahlia noire. Bon, peut-être que c'est une coïncidence. Bon, peut-être, à vrai dire que c'est une coïncidence, non. Car c'est Steve qui va nous démontrer le contraire et qui va mettre fin à cette affaire. Steve Odell, le fils du médecin, n'aura plus aucun doute lorsqu'en fouillant des enregistrements de la police,
Il trouva une bande audio, certainement issue de la mise sous écoute de la maison du docteur, lors de l'enquête en 1947, enregistrement où on peut y entendre son père dire « Supposons que j'ai tué le Dahlia noir, ils ne pourront plus le prouver maintenant, ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire, puisqu'elle est morte. » Mais alors là vous me demanderez pourquoi la police n'a rien fait. Lors de l'enquête en 1947, ils avaient ces paroles devant eux. Ils pouvaient même les écouter, et ont sûrement dû les écouter. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté alors s'ils avaient autant de suspicions sur le docteur? Eh bien pour deux raisons. Non seulement, comme je vous l'ai dit, la police de l'époque était corrompue, mais en plus le docteur entretenait des relations avec des personnes haut placées dans la société. C'est terrible. J'ai rien à rajouter, c'est juste injuste et horrible. Mais ça on peut rien y faire. Comble de l'horreur, en 1949, soit 2 ans après l'affaire du Dahlia noir, George Odell avait été accusé d'abus sexuels par pas n'importe qui, eh bien oui, sa propre fille, lorsqu'elle avait 14 ans. Bon, on pouvait préchote qu'il allait faire du mal à Elisabeth. Pourtant, bien que mis en examen et entendu, il n'avait toujours pas été condamné. Le mec est intouchable quoi. Suite à ces accusations, peut-être pour fuir le discrédit, il a emménagé des années suivantes aux Philippines pour y demeurer 40 ans, exerçant en tant que psychiatre, médecin spécialisé dans les maladies psychiques. Il s'y était aussi marié et est devenu père de 4 enfants. C'est en 1990 qu'il revient âgé aux États-Unis avant de mourir en 1999 à l'âge de 92 ans, sans jamais avoir été condamné pour un seul crime. Bien entendu, son fils, pendant ses années d'enquête sur son propre père, avait aussi fait le lien avec la sordide histoire du crime au rouge à lèvres. Pourquoi cette intuition? Encore une fois, l'écriture sur le corps de Jeanne French, Fuck You BD, correspondait également, selon lui, à l'écriture de son père. On passe maintenant à l'histoire de Tommy, et c'est la première fois dans cette vidéo, et depuis longtemps d'ailleurs, qu'on a un garçon. J'ai l'impression que ma commune n'est pas du tout constituée de garçons, et d'ailleurs j'ai un peu raison. Vous êtes, je crois, je mettrai les stats ici, beaucoup de filles dans ma communauté, et je trouve ça incroyable. Mais les garçons, réveillez-vous, vous êtes où les gars là? Oh, ça fait quoi, ça dort? Sûrement. D'ailleurs vous avez raison, ça fait super du... C'est trop cool de dormir, j'adore aussi. Salut Léo. J'ai hésité avant de te raconter mon histoire, mais je pense finalement qu'elle mérite d'être partagée. Eh bien écoute Tommy, on la lit maintenant avec tout le monde. Mon histoire s'étend sur plusieurs années et elle est toujours en cours. Pour commencer, il faut savoir que dans ma famille, beaucoup de personnes ont des dons de guérison ou de médium. Je ne pense pas avoir de dons en particulier, mais je me demande si je n'ai pas une certaine sensibilité. En 2021, il était environ 2 h du matin. Je suis insomniaque, donc je ne dormais pas. Mon nez s'est pour aucune raison mis à saigner abondamment. J'ai commencé donc à paniquer. J'ai voulu allumer la lumière, mais elle ne fonctionnait pas. J'ai donc allumé la lampe de poche de mon téléphone, et là, la lumière de ma chambre s'est allumée toute seule. Je n'ai pas compris. Mais comme il se passait des choses déjà étranges depuis des années, je n'étais pas surpris. J'ai fait ce qu'il fallait pour arrêter le saignement, et je suis retourné dans mon lit, téléphone en main. C'est alors que j'ai senti quelque chose toucher mon pied. À ce moment-là, je pensais halluciner à cause du manque de sommeil. Mes amis disaient que mon cerveau devait être fatigué, mais je ne pouvais pas inventer ce qui a suivi. J'ai senti mon drap se faire tirer doucement, puis d'un coup sec, il s'est retrouvé au milieu de ma chambre. J'étais paralysé par la peur, bouche bée, incapable de crier ou de bouger. Une fois mes esprits retrouvés, j'ai envoyé un message vocal à ma meilleure amie pour lui raconter ce qu'il venait de se passer. Mais au moment où j'ai envoyé le message, la lumière de ma chambre, pour aucune raison, s'est mise à clignoter. À ce moment-là, j'ai senti un courant d'air alors que tout était fermé chez moi. Et j'ai entendu même un chuchotement à mon oreille me dire « Ne pars pas ». J'ai tellement eu peur de cet événement que mon nez s'est remis à saigner. J'ai passé le reste de la nuit assis dans un coin de ma chambre, téléphone à la main et la lumière allumée. Je n'en ai pas parlé à mes parents, car ils ne me croyaient pas lorsque je leur racontais les bruits et les objets qui bougeaient dans le passé. La fin de l'été a été un cauchemar. Les phénomènes étranges se sont intensifiés. Un jour, j'ai même réussi à filmer un événement en plein jour. Je montrais un dessin que j'avais fait, quand derrière moi, la porte de mon armoire s'est ouverte toute seule. J'étais seul chez moi. Je le précise. Avec des amis, nous avons décidé de faire une séance de Ouija pour tenter de communiquer avec ce qui me tourmentait. Mais ça n'a pas donné de résultat, malheureusement. Sauf pour un incendie qui s'est déclaré à l'endroit où nous avons jeté la planche quelques jours plus tard. En 2022, je suis allé dormir chez une amie qui possède une vieille maison. Nous étions seuls pour la semaine. Comme d'habitude, je faisais une insomnie alors qu'elle dormait. Pendant que mon amie dormait, j'ai entendu quelqu'un courir dans les escaliers. Mais vu leur pente, il est difficile de les descendre sans tomber. J'ai pris mon courage à 2 mains et suis descendu pour vérifier. Évidemment, il n'y avait personne. En bas, j'ai décidé de prendre un verre d'eau pour me changer les esprits, et en me retournant, j'ai vu une femme, aux cheveux courts, assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. Elle est devenue de plus en plus translucide avant de disparaître complètement. Après cet événement plus que troublant, je suis donc remonté à l'étage, et j'ai continué d'entendre des bruits en bas, et ça durant toute la nuit. Au matin, les chaises étaient tombées, les tiroirs et le frigo ouverts. Par contre, les portes et les fenêtres, étrangement, étaient toujours verrouillées. J'ai raconté ma rencontre à mon amie, qui est devenue toute blanche, en m'assurant que la femme que j'avais vue était sa grand-mère décédée. Quelques jours plus tard, lors d'une discussion, mon amie m'a dit qu'elle pensait que ce n'était pas un esprit attaché à moi, mais que j'avais une énergie attirant les fantômes.
Tommy va nous dire que rien de notable ne s'est produit jusqu'en 2023. Mes parents ont divorcé et ma mère, ma sœur et moi avons déménagé dans un appartement dans une ville voisine. Avant de partir, il y a eu un tremblement de terre qui a fait tomber des objets sur son bureau. En les ramassant, j'ai ressenti un frisson en voyant 2 mots formés par terre, souvenir et plus loin, toi. Souviens-toi. J'ai immédiatement pensé à ce chuchotement, à cette voix étrange qui m'avait dit en 2021 « Ne pars pas ». Dans notre nouvel appartement, des phénomènes ont commencé à se produire immédiatement. Même ma mère, qui ne croyait pas du tout au paranormal, a commencé à douter. Surtout, j'entends constamment des bruits dans le cellier. Mon petit cousin pleure chaque fois qu'il passe devant, disant « Peur, peur ». Un soir, alors que j'étais seul, la porte du cellier n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se refermer en claquant. Et j'ai réussi à la filmer. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'explication, mais je vois les choses complètement différemment depuis. En 2021, j'étais terrifié par le paranormal. Aujourd'hui, je suis passionné et j'essaie d'en apprendre plus à ce sujet. Je m'appelle... J'aurais bipé du coup son prénom, et j'ai 19 ans. Mais si tu racontes mon histoire, appelle-moi Tommy, pour que mes amis me reconnaissent, sans que mon identité soit forcément révélée. Merci de m'avoir lu, Tommy, du coup. Merci beaucoup Tommy pour ton histoire, elle était juste folle. J'espère Tommy que tu m'auras envoyé très vite, et très vite je te menace, c'est une menace littéralement, les preuves de ton histoire, des vidéos que tu as pu filmer sur Instagram. D'ailleurs je les afficherai, je les aurai évidemment mis au montage. Si c'est pas le cas, j'aurais imagé ça avec des images de stock pour que vous soyez vraiment dans l'ambiance la plus totale. Et d'ailleurs, merci Tommy pour cette transition. Envoyez-moi le plus de preuves possible quand vous m'envoyez vos histoires paranormales. Et pensez surtout, quand vous vivez un truc un peu flippant, à filmer ça directement. Je sais que c'est pas le réflexe de tout le monde, mais je trouve ça super important de documenter ça au maximum pour qu'on ait le maximum de preuves et que vos histoires soient fournies d'infos et que ça ramène beaucoup plus de crédibilité. Hier soir, alors que je parcourais internet à la recherche d'histoires angoissantes pour vous les raconter après sur YouTube, un article a captivé mon attention, beaucoup plus que les autres, de manière inattendue. En 1987, Bill Ramsey a attaqué plusieurs personnes, dont des officiers de police, grognant et mordant ses victimes, montrant une force surhumaine et se comportant comme un animal. Ok, très bien. Je pense qu'on a notre histoire pour aujourd'hui. En 1952, nous retrouvons Bill Ramsey. Âgé de 9 ans, à ce moment-là. Il est un petit garçon assez ordinaire, mais qui préfère souvent être seul plutôt que de se mélanger avec les autres. Solitaire de nature, il passe la plupart de son temps à réinventer les histoires qu'il a vues au cinéma, se plaçant toujours dans le rôle du héros. Un samedi après-midi, après avoir vu plusieurs films sur la Seconde Guerre mondiale, Bill se précipite dans son arrière-cour, espérant avoir le temps de jouer avec ses petits soldats avant la tombée de la nuit. Une activité qu'il affectionne tout particulièrement. Mais alors qu'il installe ses figurines près de la barrière du jardin, un événement des plus énigmatiques se produit soudainement. Une vague de froid s'empare de lui. Bill ne comprend pas ce qui se passe et se met à trembler. Au même moment, une odeur des plus abominables lui donne la nausée, à tel point qu'il se retient pour ne pas vomir. Il n'a jamais rien ressenti d'aussi mauvais. Cette odeur semble provenir tout droit des enfers. Bill reste un moment immobile, puis il commence à avancer vers la ruelle, les yeux fixés sur les premières étoiles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il comprend très clairement que quelque chose a définitivement changé chez lui. Il ne sait pas encore quoi, mais cela lui fait vraiment peur. En plus de ça, à ce moment-là, les images de loup traversent son esprit, le laissant dans une incompréhension totale. Soudainement, il va entendre sa mère l'appeler depuis la maison. Bill veut savoir pourquoi sa mère l'appelle, mais dans sa précipitation, le bout de sa chaussure percute le poteau de la clôture et il s'étale sur le sol. Il est en train de se relever quand soudain, une rage démentielle s'empare de lui. Il se met à grogner comme une bête en se tournant vers l'un des piliers de la clôture, profondément ancré dans le sol. Et là, il se met à l'arracher d'une facilité remarquable. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. Il fait ça si violemment que des morceaux même de terre se mettent à voler jusqu'au porche de la maison familiale. 3 hommes auraient eu du mal à le déraciner, mais lui l'a fait sans l'aide de personne. C'est inhumain. On est d'accord. Ah mais au-delà de ça, au-delà que ce soit très impressionnant ce qu'il est en train de faire, ce genre d'action ne lui ressemble pas du tout. Comme de base, il faut savoir que c'est une personne très timide et renfermée sur lui-même. Alors ce comportement va choquer tout le monde. Et les premiers qui vont être choqués du comportement de Bill, ce sont ses parents, qui d'ailleurs observent tout depuis le début en direct. Ses parents vont voir que Bill tient toujours le poteau dans ses mains et qu'il se met cette fois-ci à le balancer négligemment au-dessus de sa tête, faisant flotter les morceaux de fil de fer encore cloués au bois comme un sinistre drapeau. Quand il lui crie de lâcher le pilier, le garçon le jette immédiatement à terre. Puis, brusquement, il se met à genoux et commence à déchirer le grillage avec ses mains et ses dents, ignorant la morsure du métal
qui lacère à ce moment-là sa peau. Son père tente alors de l'éloigner de la clôture pour pas qu'il ne se fasse mal, une action qui va sembler pour le père de Bill très difficile à faire, vu la force incroyable dont il fait preuve. Puis sa mère se met à pleurer. Et en l'entendant, Bill semble soudain reprendre ses esprits. Il lâche les fils de métal, se retourne vers eux, mais contre toute attente, il retrousse ses lèvres et se met à grogner. Ses mains et sa bouche sont maintenant rouges de son sang. Complètement horrifiés, ses parents se mettent alors à courir très vite vers la maison. En arrivant sous le porche, sa mère trébuche et aussitôt son père s'arrête pour l'aider à se relever. Se penchant pour la soulever, il regarde vers l'arrière par pure curiosité, mais la créature qu'il aperçoit ne ressemble en rien du tout à son fils. Cette chose a la forme d'un loup. Ils se précipitent à l'intérieur en refermant la porte derrière eux. Ils abandonnent leur fils Bill. Mais pas pour très longtemps. Bill, au bout d'un moment, sent l'étrange sentiment s'évaporer, comme si l'étrange froideur qu'il ressentait avait quitté son corps. Il se dirige vers la maison pour aller voir ses parents, bien conscient que quelque chose de terrible vient de se passer. Ses parents ne comprennent pas ce qui lui est arrivé et ne savent pas comment réagir du tout. Mais comme il semble être redevenu lui-même, ils ont conclu très vite que sa crise n'a été qu'un regrettable incident et décident de ne plus en parler. L'incident devient alors très tabou et plus personne n'y fait allusion. Plus personne ne va jamais reparler de l'incident jusqu'en 1981. En 1981, Bill Ramsey, un charpentier de 38 ans, vit à Southend-on-Sea avec sa femme, Nina, et leurs 3 enfants. Pardon pour la prononciation de Southend-on-Sea, je sais pas comment ça se dit. Southend-on-Sea, pardon. Dites-le moi en commentaire, je ne sais pas du tout. Bien que 30 ans se soient écoulés depuis sa dernière crise, il ne pense que très rarement à cet incident. Un jour, épuisé après une semaine de travail, il dort, à l'arrière d'un van appartenant à l'un de ses collègues. Quand soudain, il se met à grogner et attaque l'un d'eux, cherchant à le mordre. Initialement pris pour une blague, son camarade sent petit à petit des dents s'enfoncer violemment dans sa jambe, le plongeant dans une terreur et douleur des plus insoutenables. Et ce qui va être fou, c'est que Bill, à son réveil, ne se souvient de rien du tout. Mais son collègue, en revanche, montrant les marques de morsure sur sa jambe, lui explique tout bonnement qu'il a eu l'impression d'être attaqué à ce moment-là par un animal sauvage. Mais ses collègues vont être cool avec lui. Le pensant fatigué, ils lui promettent de garder le silence. Mais malgré leur réconfort notable, Bill reste quand même profondément perturbé. L'incident réveille en lui des souvenirs d'enfants similaires, une idée qui le trouble mais qu'il s'efforce de rejeter, persuadé qu'il n'y a probablement aucun lien entre les deux. 2 ans plus tard, le lundi 5 décembre 1983, alors que Bill Ramsey rentre chez lui en voiture, une violente douleur lui transperce la poitrine. Pris de panique directement, il gare précipitamment son véhicule sur le trottoir. La douleur s'intensifiant, il soupçonne alors le pire, une crise cardiaque. À ce moment-là, il ne prend pas de risque et se dirige vers l'hôpital le plus proche, Southend Hospital. Couvert de sueur en arrivant sur le parking, il ressent une nouvelle décharge de douleur. Cette fois-ci de sa poitrine jusqu'à son bras droit, le faisant s'effondrer contre la portière. Chaque pas vers l'entrée semble être un effort surhumain pour lui alors qu'il lutte pour avancer. Et malgré son désir de demander de l'aide, il se sent incapable de prononcer le moindre mot. À mesure qu'il s'approche de la porte d'entrée, un froid glacial le traverse, ravivant chez lui les souvenirs de ses crises passées. Il pousse alors la porte des urgences, les 2 infirmières de garde se lèvent précipitamment. L'une d'elles se dirige vers lui, tandis que l'autre se met à courir. Après l'avoir installé sur un brancard, elle l'emmène dans un long couloir en direction des salles de soins, tout en le questionnant en attendant l'arrivée du médecin. Mais alors qu'il répond patiemment à leurs questions, un frémissement familier agite soudainement le ventre de Bill. Ses mains pour la 2e fois se recourbent, se transformant en griffes, et ses lèvres se retroussent alors qu'il commence à grogner. Les 2 infirmières font un bond en arrière, terrorisées, et au moment où Bill se redresse brusquement, il tente d'attraper l'une d'elles. Heureusement, elle l'évite de justesse et le repousse fermement sur son lit. Dans un excès de fureur, Bill pousse alors un rugissement et se met à mordre violemment le bras de l'infirmière, lui arrachant un hurlement de douleur. Dans la confusion, sa collègue lui donne une gifle, dans l'espoir de le faire lâcher prise. Mais le goût du sang remplit déjà l'intégralité de la bouche de Bill à ce moment-là. Il s'accroche encore plus fermement à sa proie. En panique totale, la jeune femme s'enfuit dans le couloir en criant de toutes ses forces. À cet instant précis, un jeune policier habitué à faire régulièrement une pause café dans la salle d'accueil des urgences pendant ses rondes discute avec un interne. Et là, soudainement, un hurlement des plus terrifiants retentit au fond du couloir. L'interne se mit aussitôt à courir, suivi de près par le policier. Des bruits horribles et sourds parviennent à leurs oreilles, accompagnés des cris stridents de 2 femmes. En atteignant la porte, le policier se précipite devant l'interne et découvre un homme
étrange. Il est accroupi dans un coin de la pièce, maintenant 2 infirmières à distance. Plusieurs gouttes de sueur glissent sur son visage déformé, tandis qu'une lueur animale sauvage brille dans ses yeux. Sans hésiter une seule seconde, le policier s'approche de lui, enjambant une chaise brisée, alors que l'homme grogne dans sa direction. Avançant lentement et avec prudence, le policier progresse, suivi de très près par l'interne. Et là, soudainement, l'homme saisit une chaise et la lance violemment à travers la pièce, puis se précipite très vite sur le policier, tentant de le mordre en attrapant son bras. Mais après un combat acharné, ils parviennent finalement à l'attacher sur une civière. Ils ont eu beaucoup de chance ce jour-là, car l'homme était si puissant qu'il était très compliqué de le maîtriser. Le policier et les infirmiers présents sur la scène étaient terrorisés, mais à la fois complètement choqués des capacités de l'homme. Il s'était débattu avec une telle vigueur qu'il arrivait à soulever littéralement la civière du sol, en même temps de menacer et de briser les liens à tout moment. Enfin, un médecin arrive et ordonne une injection de thorazine, plongeant l'homme dans l'inconscience. Bill reprend conscience dans l'ambulance qui le conduit à l'asile psychiatrique. Confus, il ne se souvient d'absolument rien. Mais constatant qu'il est sanglé, une pensée des plus terrifiantes lui traverse l'esprit. Est-ce que j'ai tué quelqu'un ? Cette fois-ci. Les médecins le gardent plusieurs jours à l'hôpital, ils effectuent divers examens sur lui, mais aucun ne parvient à expliquer ces mystérieuses crises qu'il a quotidiennement. Finalement, il le renvoie donc chez lui, sans aucun traitement. Bill rentre chez lui, du coup, complètement anéanti. Il devient alors la risée du quartier, se sentant honteux, dégoûté et perplexe. Avec l'aide de sa femme, il analyse donc son alimentation, se demandant s'il est peut-être allergique à quelque chose, s'il consomme trop de sel, etc. Peut-être que le problème vient de la nourriture qu'il consomme. Mais non, pas du tout. Il se plonge ensuite dans les livres de médecine de sa sœur, espérant trouver une explication, mais non, toujours pas. Bill pense vivre un vrai calvaire. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le pire reste à venir. Le 22 juillet 1987, Nina, la femme de Billy, reçoit un appel l'informant que son mari a pratiquement tué un agent de police et prétend ne pas s'en souvenir. Alors je vous l'accorde, l'histoire semble très étrange, mais Bill ne semble pas mentir. Ce jour-là, sous une chaleur écrasante, il se rappelle avoir retrouvé d'anciennes connaissances et avoir bu quelques bières avec eux. Craignant d'être arrêté pour conduite en état d'ivresse, en rentrant chez lui, il prend une route alors éloignée des policiers. Soudain, il voit une prostituée sur le bas-côté de la route et pour aucune raison, il décide de l'agresser. Celle-ci ne se laisse pas faire et décide d'emmener l'homme au poste de police le plus proche, bien qu'il ne veuille pas du tout y aller. La jeune femme, terrifiée, le traite de fou devant les policiers et s'engouffre précipitamment dans le bâtiment dès qu'ils arrivent devant le poste. Le pire dans tout ça, c'est que Bill ne se souvient pas du tout de la suite de l'histoire. Mais les policiers, quant à eux, n'oublieront pas cet épisode. Une femme entre en criant qu'il y a un homme dehors qui grogne et hurle comme un chien. Les policiers vont à sa rencontre et lui demandent de les suivre. Mais, une fois à l'intérieur, il se transforme en loup. C'est ce que vont réellement dire les policiers, témoins de la scène quelques temps plus tard à leurs supérieurs hiérarchiques et aux journalistes. En pleine crise, Bill agresse violemment le sergent Terry Fitcher, en le projetant dans les airs malgré sa taille imposante, et le blessant gravement au point qu'ils doivent prendre sa retraite anticipée. 6 agents à ce moment-là sont nécessaires pour le maîtriser et le placer en cellule. Pendant sa détention, Bill, grognant de manière menaçante, parvient à passer la tête et un bras à travers la petite fenêtre de sa cellule, tentant d'attraper à plusieurs reprises les hommes à sa portée. L'inspecteur Belford était présent ce jour-là. En quelques minutes, Bill Ramsey a réussi à passer sa tête et son bras droit par la lucarne de la porte d'une manière que nous pouvons expliquer. Il était hargneux, grogné, et sa main ressemblait à une griffe. Si quelqu'un essayait de s'approcher de lui, il bondissait avec sa main griffue et essayait de mordre. Ses lèvres étaient retroussées, il montrait ses dents, et je me rappelle même avoir écrit dans les rapports qu'il avait l'apparence d'un chien fou. Il était évident que nous ne pouvions pas nous approcher de Bill Ramsey, ni envisager de le faire sortir de la lucarne. Alors nous avons appelé les pompiers. Ils ont décidé que la seule façon de le faire sortir était d'enlever le métal autour de l'ouverture. La tête de Bill, oui, est coincée. Mais les pompiers doivent l'endormir, dites-vous, pour s'en approcher. Tous les hommes présents sur la scène sont profondément choqués et impressionnés par son comportement. Toujours selon l'inspecteur Belford, après avoir vu la griffe, les morsures et entendu les grognements, nous avons commencé à associer Bill Ramsey à l'idée qu'il était un loup-garou. C'était sans aucun doute une expérience effrayante. J'ai été policier pendant 35 ans, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, et je ne suis pas prêt de le revoir. Nous avons été témoins de quelque chose de surnaturel ce jour-là. Les médecins de l'hôpital où Bill est conduit pratiquent une série de tests pour déterminer la cause de son comportement étrange. Ils excluent rapidement la schizophrénie, la psychose
et l'épilepsie. Et un scanner relève même que son cerveau ne montre aucune activité anormale. Ils en concluent alors que l'alcool qu'il a consommé est la cause de son comportement. De son côté, Bill, lui, ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et il est beaucoup déprimé. D'après ce qu'ils disent, je découvre mes dents. Je grogne et je gémis. Ma vie est un enfer. J'avance à 4 pattes et mes mains se transforment en griffes de bête. On me dit que je fais des choses incroyables, mais je ne semble jamais me blesser. Mon Dieu. Les gens ont même dit que je ressemblais et que j'agissais comme le loup-garou de Londres. Pourquoi cette terrible chose m'arrive à moi? Je n'en sais rien. Si je pouvais prendre une pilule pour que tout ça s'arrête, je le ferais. Je n'en peux plus de tout ça. Il est épuisé, vraiment rien ne va dans sa vie. Mais ça va pas durer longtemps. Très vite, il va se faire aider par des personnes. Et ces personnes-là, vous les connaissez. Les Warren. Ed et Lorraine Warren, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont de célèbres enquêteurs dans le paranormal qui viennent de Monroe, dans le Connecticut. Je vous fais pas une biographie d'eux, mais voilà, ils ont réalisé pas mal d'enquêtes chez des personnes victimes de phénomènes très étranges, et la plupart ont été réussis. Enfin ça, c'est ce qu'ils disent. On n'est évidemment pas vraiment sûr de la véracité de toute leur affaire. Une chaîne d'ailleurs en parle très bien, c'est Occulture, ils en parleront beaucoup mieux que moi. Je ne pense pas être honnêtement aussi fan des Warren qu'eux. Je vous conseille vraiment cette chaîne parce qu'ils parlent de ça très très bien, en détail, c'est super cool. Donc vraiment, ouais, non, allez voir, c'est trop cool, et je pense qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi. Comment les Warren ont-ils découvert cette fameuse histoire de Bill Ramsey, cette fameuse histoire de loup-garou? Eh bien grâce à des journaux. Oui, à travers les journaux du Connecticut, il découvre Bill Ramsey et Lorraine ressent une connexion étrange avec lui, elle ne sait pas comment l'expliquer. Il regarde une émission sur le loup-garou de Londres où Bill répond aux questions. Lorraine sent qu'il a besoin d'aide, mais reste sceptique malgré leur expérience dans le paranormal avec son mari. Mais bon, finalement, elle finit par se dire qu'elle verra sur place, et donc elle et Ed Warren se dirigent tout droit vers Southend-on-Sea. Ils voyagent en Californie pour rencontrer les producteurs de l'émission, puis à Londres pour interroger les témoins, y compris le sergent Peter Hamilton, qui connaît très bien Bill et ses problèmes. Ed et Lorraine conclurent, après plusieurs discussions, que Bill est possédé. D'après eux, il faut immédiatement nécessiter un exorcisme pour libérer l'esprit du loup qui le contrôle. Il contacte alors Bill pour lui parler de l'exorcisme, mais il refuse catégoriquement. Pensant qu'ils sont excentriques, il ne va pas vouloir du tout leur accorder la moindre confiance. Mais sa femme, Nina, le persuade de tenter malgré tout. Au point où il en est, il n'a plus rien à perdre. Et après une très longue discussion, Bill va accepter. Il planifie leur voyage vers le Connecticut avec pas mal d'appréhension, et terrifié à l'idée des conséquences possibles de la crise de Bill en avion ou dans un lieu public. Mais heureusement, il ne se passe rien dans l'avion d'anormal. Bill va sembler tout à fait banal, il ne va pas avoir de crise. Jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, Bill est victime d'une violente crise, menaçant même la vie de Nina. Non, là ce n'est plus du tout possible pour le couple de vivre comme ça. Bill est à deux doigts souvent de tuer sa femme pour absolument aucune raison, seulement parce qu'il est victime d'une crise de possession qu'il ne maîtrise même pas. C'est horrible pour Nina. Alors heureusement que le 28 juillet 1989, va arriver. Le 28 juillet, Richard McKenna, qui a déjà effectué plus de 50 exorcismes réussis, s'apprête à officier à nouveau. Il s'apprête à le faire sur Bill Ramsey. Dans l'église, on trouve à ce moment-là Ed et Lorraine Warren, Nina Ramsey, la femme de Bill, John Zaffi, un enquêteur du paranormal, et 6 policiers en civil équipés au cas où de pistolets paralysants pour assurer la sécurité en cas d'attaque de Bill pendant l'exorcisme. David Alford et John Cleave, du journal The People, sont également présents, ayant payé le voyage de Bill aux États-Unis pour l'exclusivité de son histoire. Bill est agité à ce moment précis. Il s'assoit et il est persuadé que la cérémonie ne marchera pas du tout. Il est très fermé à ce monde-là. Pour lui, il devient juste fou. Ce n'est pas possible qu'un démon est en lui. Richard McKenna commence l'exorcisme en latin, provoquant un changement radical chez Bill, qui semble être possédé. Malgré ses tentatives de résistance, Bill est peu à peu apaisé. Il est apaisé, oui, par la prière du prêtre, mais il reste en proie à des réactions violentes. Oui, au cours de celui-ci, Bill tente d'attaquer plusieurs fois le prêtre. Au cours de l'exorcisme, Bill tente d'attaquer le prêtre, mais alors que les 2 policiers commençaient à intervenir, Richard McKenna va leur dire « Non, n'intervenez pas, je gère la situation ». L'évêque utilise alors un crucifix pour tenter de repousser le démon en Bill, qui devient lui très furieux. Finalement, le démon semble faiblir, permettant à Bill de retrouver sa conscience et de se sentir en paix. L'exorcisme est bel et bien un véritable succès. Après ça, oui, il ne va plus jamais être victime de possessions étranges, ses lèvres ne vont plus jamais se retrousser, il ne va plus avoir de griffes, rien du tout. Il va être libéré. Cette histoire va
effrayé tout le monde, mais à la fois fasciné aussi beaucoup de personnes, à tel point qu'un livre va être écrit en 1991 sur l'histoire de Bill Ramsey. Mais alors, justement, est-ce que l'histoire n'aurait pas été inventée de toutes pièces par les Warren et Bill Ramsey? Ça, c'est une question que vont se poser pas mal de personnes. Beaucoup de personnes aussi vont douter de la véracité des témoignages, pour la simple et bonne raison que peu vont être disponibles sur internet. On est d'accord, dans l'histoire je vous ai plusieurs fois dit que d'après des témoignages, oui, telle personne disait ça, le policier a témoigné, d'accord, mais où sont ces témoignages? J'espère que je vous en aurai retrouvé quelques-uns. Si c'est pas le cas, c'est qu'alors il y a un truc bizarre. Et même les examens qui ont démontré que ce n'était pas l'alcool qui avait causé ce comportement-là, ni même des médicaments, ils sont où? On sait pas, on n'a pas les preuves devant nous, j'essaierai encore une fois de les retrouver, je vous mettrai évidemment le screen juste là si je les ai retrouvés, mais honnêtement, j'y crois moyen. Maintenant, c'est à vous les amis de vous faire votre propre avis, moi j'en pense quoi? En vrai honnêtement, j'ai du mal à croire cette histoire de loup-garou, j'ai du mal à y croire car pourquoi Bill Ramsey est la seule personne qui a été victime de ce genre de phénomène? Après peut-être que je me trompe et que je suis pas du tout très bien renseigné, et c'est peut-être le cas, peut-être que c'est une maladie très répandue, la maladie du loup-garou, et que elle est très répandue, mais en tout cas j'en ai pas du tout la moindre info sur ça. Pour moi non, ça me semble trop bizarre qu'une seule personne ait vécu ça et qu'on en ait pas vu d'autres comme lui, comme Bill. Non, ça me paraît trop gros. Pour moi, on est vraiment sur un problème soit psychiatrique ou de confiance. Peut-être qu'il a voulu raconter cette histoire à plusieurs personnes. Il a peut-être voulu la lumière sur lui. Je ne sais pas vraiment, honnêtement. C'était normal ça, mec? Hello Léo, je t'envoie mon témoignage si jamais il peut t'intéresser. Il m'intéresse. J'aimerais notamment avoir des avis des gens de ta commu si certains ont vécu des choses similaires pour comprendre ce qui a pu se passer. De base, je suis quelqu'un de très terre-à-terre et plutôt cartésienne. Je ne crois pas vraiment au paranormal. Depuis tout petite, je fais des terreurs nocturnes. Je faisais notamment un rêve récurrent où un homme, tout de noir vêtu et avec un chapeau noir, je précise sans visage, me poursuivait dans différentes ambiances et situations. Je me réveillais toujours avant qu'il me rattrape. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Vers mes 15-16 ans, je passais quasiment toutes mes journées et soirées avec ma meilleure amie. Pour te préciser, on était assez fusionnels. Un soir, je vais dormir chez elle et on s'endort dans le même lit. Je refais ce rêve atroce. Cette fois-ci, le synopsis de la poursuite se fait dans un cimetière délabré. Je cours donc terrorisé avec cette forme humaine noire qui me poursuit et arrivé à la grille du cimetière, je le vois désormais perché juste au-dessus de moi sur une sorte d'arc en pierre qui surplombe la grille. Alors, je me réveille, sauf que là, paralysie totale. Je sais que je suis dans la chambre de mon ami. Je vois tout, mais je ne peux ni bouger, ni parler. Je voudrais crier pour la réveiller, car je suis terrorisé. Ça semble durer une éternité. Et d'un seul coup, en rassemblant toutes les forces, j'arrive à jeter ma main sur le premier objet qui passe. Le réveil, qui tombe lui par terre. Je sors de ma paralysie, ma meilleure amie se réveille, et là, elle est en larmes. Mais alors pourquoi? Eh bien ça on va le savoir dès maintenant. Elle m'explique qu'elle faisait un super rêve, qu'elle se voyait dans sa chambre, qu'il y avait plein de lumière, une ambiance un peu psychédélique, mais très agréable. Et là, d'un coup, tout s'est assombri. Et elle a vu la porte de sa chambre s'ouvrir. Et que d'un coup, tout s'est assombri. Et qu'à la porte de la chambre, elle a vu un homme. Un homme en noir. Elle me l'a décrit comme étant un homme avec un chapeau et sans visage. Elle s'est sentie paralysée à ce moment-là. Il a foncé pour se mettre juste derrière elle, et c'est à ce moment-là que j'ai fait tomber le réveil et que nous avons pu chacune sortir de notre paralysie. Elle aussi a tenté de hurler et de crier pour me réveiller dès que l'homme est passé derrière nos têtes. C'était vraiment terrorisant. La paralysie du sommeil et les cauchemars, ok, ça, je me l'explique. Mais cet enchaînement et une double paralysie, c'est possible? Je sors de mon rêve et l'homme arrive dans le sien? Très bizarre. Et surtout, elle savait que je rêvais souvent d'un homme en noir, mais jamais je ne lui avais mentionné le chapeau, ni ce visage lisse, sans yeux, sans nez, ni bouche. On en tremble encore aujourd'hui, 20 ans après, et malgré en avoir parlé beaucoup, on n'a jamais vraiment compris ce qu'il s'était passé ce jour-là. Est-ce que c'est le fait de passer tellement de temps avec quelqu'un que le cerveau finit par genre fusionner d'une certaine manière? Ça, on n'en a pas la moindre idée. Merci Léo si tu partages ce témoignage, et j'en profite pour te féliciter encore une fois pour ton travail. Bonne soirée, Manon. Waouh, trop fou Manon ton témoignage, merci pour me l'avoir partagé, pour avoir pris le temps encore une fois. Dis-nous en commentaire, n'hésite pas à nous révéler si tu as refait ce rêve-là, de cet homme assez effrayant avec le chapeau. On a tous hâte de savoir. Et on passe du coup maintenant à la deuxième histoire.
La deuxième histoire qui nous la raconte, je vous le dis de suite, j'ai pas du tout le nom, c'est terrible. C'est Aurore qui nous raconte la prochaine histoire, j'ai hâte de savoir. En réalité, je les connais un petit peu car je les ai lus avant quand même, je les ai sélectionnés, faut pas déconner. C'est parti. Hello Léo, j'ai découvert ta chaîne YouTube il y a quelques mois et je te félicite pour ton travail. Longue vie à toi, dans cet univers. Merci beaucoup Aurore. J'aimerais partager avec toi une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune étudiante. Peut-être la trouveras-tu intéressante pour une prochaine vidéo. Eh bien oui, Aurore, regarde la preuve, je la raconte aujourd'hui en vidéo. À cette époque, je vivais à Paris dans le 20e arrondissement. Et mes journées étaient très longues, car je devais être à 7h du matin à Montparnasse, je travaillais tous les matins là-bas. Et à 14h, je devais être à Saint-Denis pour mes cours à la fac. Ce jour-là, je terminais les cours à 21h. Et je mettais 1 heure pour rentrer chez moi, en métro. Donc là, vous avez compris les amis, on n'est pas du tout sur une histoire paranormale, je pense qu'on sera plutôt sur une histoire un petit peu inquiétante avec un psychopathe. Enfin bref, on continue. Malgré la fatigue, ce soir-là, j'avais envie de marcher un peu et j'ai décidé de descendre une station avant la mienne. Au moment de sortir du wagon, mon regard a croisé celui d'un jeune homme. Pour vous le décrire, il avait un jogging, une casquette et était assez classique. Et je ne sais pas, mais j'ai trouvé son regard insistant. J'ai ressenti un petit malaise, mais j'ai décidé de passer outre et de ne pas y prêter plus attention que ça. Et on la comprend. J'avais mes écouteurs, je me mets en route et je n'y pense plus du tout. Je sors d'une rue fréquentée et m'engage dans une rue qui mène ensuite à la mienne. Il n'y avait plus personne que moi. Et sans savoir pourquoi, je me retourne. Et là, je vois, quelques mètres derrière moi, le même gars. Le même gars que j'avais vu dans le métro. Immédiatement, je me suis dit que c'était pas du tout une coïncidence. Quand je suis sorti du métro, il était encore à l'intérieur et je n'avais pas l'impression qu'il allait descendre. Mais surtout, comme je te le disais, j'ai fait exprès de sortir une station plus tôt pour marcher un peu. Alors combien de chances il y avait que 1, il avait la même envie de marcher que moi, c'est vrai que c'est étrange, et de 2, ils prennent exactement le même chemin. Non. Beaucoup trop bizarre. Étrangement, mon instinct m'a dicté quoi faire car j'étais seul dans la rue, donc personne pour m'aider si besoin. J'ai décidé de changer de trottoir et de faire semblant de chercher quelque chose dans mon sac. J'ai ralenti et je me suis arrêté. Lui a continué de marcher sur le trottoir d'en face et à me dépasser. Et là, j'ai à nouveau changé de trottoir afin de me retrouver derrière lui. Le stalker stalké. Lol, comme nous dit Aurore. Je voyais bien qu'il était mal à l'aise. Il marchait bizarrement, comme s'il ne savait pas où aller, en essayant de regarder discrètement derrière lui pour voir où j'allais. Arrivé à un croisement, il avait le choix de tourner à gauche, à droite ou de continuer tout droit. Manque de bol, il a tourné à gauche. Dans ma rue. Il dépasse mon immeuble et s'arrête à la grille du bâtiment, juste après le mien. Et je voyais bien qu'il faisait semblant de taper un code, comme s'il faisait genre d'habiter là, alors que pas du tout. Il dépasse mon immeuble et s'arrête à la grille du bâtiment, juste après le mien. J'ai profité d'un moment d'inattention pour vite taper mon code, rentrer dans mon immeuble et claquer la porte derrière moi. Je suis resté à côté des boîtes aux lettres un instant. Et c'est le genre de porte d'immeuble avec des vitres un peu floues, donc on voit très clairement à travers. Et là, je vois sa tête. Et il a dû me voir aussi, car il a toqué en me faisant signe d'ouvrir la porte. J'ai vite monté l'escalier et me suis barricadé dans mon appartement en prenant soin de ne pas allumer la lumière, car il donnait directement sur la rue, et déjà qu'il avait l'adresse, je ne voulais pas prendre le risque de lui indiquer aussi mon appartement. Et qui sait ce qui me serait arrivé? Peut-être que j'aurais fini dans les faits divers. On n'espère pas quand même, Aurore, ce aurait été terrible. Je ne l'ai plus jamais recroisé. Et bien heureusement. En tout cas, depuis ce jour, j'ai toujours été plus vigilante en rentrant le soir, tard, chez moi. Merci de m'avoir lu, je te souhaite une belle réussite et encore de nombreux followers à venir, Aurore. Merci beaucoup Aurore pour m'avoir partagé ton histoire, ça m'a fait extrêmement plaisir de la lire, tu es une très bonne écrivaine, sache-le. Franchement, tu pourrais écrire des livres, je serais le premier à l'acheter, honnêtement. C'est cool parce que ce genre de témoignage, en fait, permet de sensibiliser les personnes sur ce genre de rencontres très effrayantes. Il est possible, et de plus en plus, dans notre monde actuel, de rencontrer des personnes un petit peu comme ça, assez bizarres. Donc vraiment, faites attention, les amis, à ce genre de personnes dans le métro. Restez quand même vigilants, les écouteurs, mettez le son pas trop fort, car on sait jamais, peut-être que cette histoire ne pourrait pas arriver qu'à Aurore, mais aussi peut-être à vous. Bref, on commence l'histoire de Yveline, qui est un prénom fictif, je le précise. Salut Léo, j'espère que tu vas bien, moi pas trop. C'est terrible de commencer comme ça Yveline, j'espère que tu vas mieux depuis. En tout cas, tout le monde envoie de la force et de l'amour et de la bienveillance à Yveline en commentaire. Je viens de découvrir ta chaîne et je la trouve fantastique. Merci beaucoup Yveline. Si je t'écris ici, c'est pour témoigner de ce que j'ai vécu. Depuis toute petite, j'ai toujours été rattachée au paranormal. J'y croyais dur comme fer. Mais j'étais la seule de ma famille. J'ai aussi toujours eu des pressentiments, c'est important pour la suite. Le début de l'histoire commence quand j'ai 10 ans. Je venais de regarder une vidéo d'horreur concernant des poupées. Évidemment, j'avais très peur. Quelques jours plus tard, je suis allé chez mon arrière-grand-mère et, pensant qu'elle allait mourir, elle m'a offert une vieille poupée de cire. J'ai demandé à mes parents de la mettre dans le grenier, vu que j'en avais beaucoup peur. Petit détail sur ce grenier, il se situe devant une pièce qui fait bureau, salle de jeu. Et il n'y a que mon père qui y a accès. Et il faut savoir que j'avais super peur d'aller dans la pièce en face du grenier, mais sans savoir pourquoi. 6 mois plus tard, je fais le ménage de printemps dans ma chambre et je retrouve, au fond de mon placard, cette fameuse poupée. Comme tout le monde, je flippe et demande à mes parents s'ils l'ont bougée. Mais la réponse
Bah, vous l'aurez deviné, est négative. Ils vont lui dire que pas du tout, ce ne sont pas du tout eux qui ont bougé la poupée et qui l'ont mis là. Alors c'est qui? Eh ben ça, Evelyne ne le sait pas, et nous non plus pour l'instant. Je redemande donc à mon père de la mettre dans le grenier. Le soir même, j'avais la boule au ventre, un énorme mauvais pressentiment. Je n'arrivais pas à dormir. Il devait être aux alentours de minuit. Et à ce moment-là, j'entends un jouet. Un jouet se déclencher sous mon lit. Le problème, c'est que ce jouet, pour l'allumer, il faut appuyer sur un bouton. Comme tout enfant de 10 ans, je me mets à pleurer. Mais pas de joie, de peur. Et comme nous précise entre parenthèses Evelyne, son histoire n'est pas encore finie. Mon père, encore réveillé, arrive en colère dans ma chambre et me gronde parce qu'il pense que je joue, mais il comprend vite que j'ai peur. Il me rassure. Vers 1h du matin, de la même nuit, il se passe quelque chose d'encore plus louche. Toutes les caisses de jeux de ma chambre tombent d'un coup sec. Ça fait un vacarme monstre et je hurle de peur à présent. Mon père, très cartésien, me rassure en me disant que c'était simplement le bordel. Mais je savais au fond de moi que ce n'était pas simplement parce que ma chambre était en bordel. Plusieurs années plus tard, j'avais 13 ans et j'avais une amie encore plus rattachée au paranormal que moi. Je l'invite à faire une soirée pyjama chez moi afin de fêter mon déménagement qui aura lieu 2 mois après. Pour ne pas déranger mes parents, on décide de dormir alors dans la salle en face du grenier. Mon ami, dans la soirée, devient livide et dit: je ne voudrais pas t'inquiéter, mais j'ai vu un homme sortir de ton grenier. Sur le coup, j'ai très peur parce que je sais très bien qu'il n'y avait personne avec nous ce soir-là. 1 mois plus tard, je fais un appel vidéo avec mon ami et sa mère, qui est aussi dans la spiritualité. Et sa mère, à un moment donné, va me dire: tu sais que ton grand-père veille sur toi? Mon arrière-grand-père, il faut savoir, était mort avant ma naissance. Donc je me suis dit que peut-être il nous rendrait visite et que c'était lui la cause de tous ces problèmes. Ensuite, j'ai déménagé et pendant les vacances d'été, je suis allé dormir chez une autre amie. Donc je fais la chose la plus stupide du monde et qui, vous le verrez, n'est pas finalement si stupide que ça. Je mets le dictaphone sur mon téléphone, prends un pendentif et commence à poser des questions à l'esprit. Il me montre avec le pendentif le nom d'un enfant porté disparu à l'époque. Je ne me rappelle plus le nom exact de cet enfant, donc on va l'appeler Loris. Avec mon ami, on écoute donc l'enregistrement et cela nous fait froid dans le dos. Quand je lui demande comment il s'appelle, on entend sur l'enregistrement une voix dire: c'est Loris, bien sûr. Ou alors: c'est Loris, j'assume. Chose que l'on n'entendait pas du tout dans la vraie vie. On a paniqué et stoppé directement net ce qu'on faisait. Je vais essayer de te mettre la partie de l'enregistrement en pièce jointe. Le prochain événement que je vais te raconter se passe en ce moment même. J'ai actuellement 15 ans et je suis fan de légendes urbaines japonaises. C'est fou, elle a 15 ans, je trouve ça très jeune pour aussi bien écrire. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre âge, ça m'intéresse. Je pensais avoir une communauté plus vieille que ça. Écoutez, je trouve ça assez étonnant et je suis assez content d'avoir aussi des jeunes dans la commu. J'écris des livres et j'ai besoin de faire souvent des recherches par rapport à ça. Et un jour, j'en ai trouvé une. Je vous l'avoue, je n'y crois absolument pas. C'est L'Enfer de Tomino. Le poème qui tue. Ce serait soi-disant un poème, comme la légende le raconte, maudit, qui tuerait tout ce qui le lirait à voix haute. Pour être honnête, je ne l'ai pas lu. J'ai juste copié les paroles japonaises du poème sur mon PC, ce que je n'aurais jamais dû faire. Je l'ai fait hier après-midi, et depuis, j'ai senti qu'on me regardait. Je me suis même mis à entendre des coups dans les chaises de mon salon. Je vous précise au cas où vous n'étiez pas au courant, mais j'étais seul, ce jour-là. Je me suis même mis à entendre à un moment donné des bruits de pas dans l'escalier. Je pensais être folle. Pour vous dire, ce matin j'étais en train d'étudier, et j'ai entendu un fracas, comme si quelque chose tombait par terre. Je vais voir dans ma cuisine, et trouve un bol rempli de café moulu, à même le sol. Un calendrier était tombé dessus, calendrier qui n'était pas en équilibre, je le précise. C'était donc impossible qu'il tombe tout seul. Je le répète, je suis toute seule, chez moi. J'ai omis plein de détails, comme le bruit d'une respiration, senti quand on me tire les cheveux, etc. Ce problème n'est toujours pas résolu. C'est pourquoi j'aimerais avoir ton ressenti et celui de ta communauté. Merci et abonnez-vous. PS, je vais faire une capture d'écran vidéo pour l'enregistrement. Merci beaucoup Evelyne pour ton témoignage. Tu as raison sur 2 points. Pensez à vous abonner les amis, ça me ferait très plaisir, ça me soutiendrait énormément, on dirait pas, mais c'est incroyable quand vous vous abonnez. Voilà, ça me prouve que vous êtes là et que vous soutenez la chaîne, c'est fou. Deuxième chose pour laquelle Evelyne a raison, on aura besoin de vous en commentaire pour essayer de voir qu'est-ce que vous pensez finalement de cet enregistrement. Est-ce que vous pensez que c'est paranormal? Est-ce que c'est explicable scientifiquement parlant? À vous de me dire votre avis en commentaire sur ça. Et on passe du coup maintenant à la prochaine histoire. Vous ne vous êtes jamais dit, lorsque vous êtes dans un bus, que là, tout de suite, un autre usager pouvait soudainement s'attaquer à l'un des autres passagers, peut-être même à vous? Bon, vous allez sûrement penser que j'exagère en disant ça, que les statistiques sont extrêmement faibles pour se faire découper pendant son trajet en bus durant les vacances. Et pourtant, encore une fois, accrochez-vous car si les statistiques sont probablement très faibles, elles n'en sont malheureusement pas inexistantes pour autant. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est sûrement la plus barbare
de ma chaîne. D'ailleurs, ces histoires, je les trouve pas seules, je les trouve avec Julie, ma script, que je remercie ici en vidéo. Elle m'aide pas mal à améliorer mes vidéos, sur l'écriture surtout, pour que j'évite de dire le moins de conneries possible, que vous ayez que des informations vérifiées. Voilà, elle m'aide beaucoup pour ça, donc je tenais à la remercier ici, et n'hésitez pas à le remercier en commentaire. Je pense qu'après avoir entendu cette histoire plus immonde, vous penserez à regarder différemment votre voisin de salle d'attente chez le médecin, en vous disant que, cela n'arrive pas qu'aux autres. Tommy Richard McLean naît le 3 octobre 1985 au Canada, dans une ville nommée Winnipeg, au Manitoba. Il était un jeune adulte parfaitement ordinaire lors des faits, décrit comme plutôt chaleureux, solaire et social. Il aurait pu être un très bon frérot à vous. Un gars comme n'importe qui d'entre nous. Rien ne le distinguait en particulier dans sa vie, si ce n'est qu'il a pour personnalité d'être autonome et indépendant. Son oncle disait d'ailleurs en le décrivant « Tim a passé sa vie à voyager et à rencontrer de nouvelles personnes. Il voyait toujours du bon dans les gens qu'il rencontrait. » En 2008, il avait alors 22 ans et était employé dans une fête foraine itinérante, emploi qui convenait jusqu'ici parfaitement à ses aspirations bohèmes. Il avait aussi une petite amie, Colleen, qu'il connaissait depuis l'enfance et qui attendait un enfant de lui, même s'ils ne s'étaient que récemment mis ensemble. Colleen, elle, avait déjà 2 enfants d'une union précédente à laquelle elle venait de mettre fin. Cette grossesse et l'idée de devenir père le rendaient très inquiet. Et s'ils avaient décidé ensemble avec Colleen de pratiquer une IVG, Colleen ne s'était jamais rendue au rendez-vous. Probablement souhaitait-elle garder l'enfant qu'elle attendait de Tim, même à l'encontre de la volonté de celui-ci. Et à la fin d'une tournée de la troupe itinérante à laquelle il appartenait, pour laquelle il travaillait, il a décidé un jour de la quitter. Il souhaitait en fait retourner s'installer près de sa famille, à Winnipeg, ville située à plusieurs heures de route de son lieu de travail ce soir-là. Le 30 juillet 2008, Tim montait à bord d'un autocar d'une ligne nommée Greyhound, sans se douter une seule seconde que cet autocar deviendra son supplice. Le funeste trajet. En soirée, l'autocar Greyhound 1170 quittait Edmonton à destination de Winnipeg via l'autoroute. Tim s'était installé à l'arrière. De nature sociale mais autonome, il a été rapporté par plusieurs témoins que avant de s'installer et mettre ses écouteurs dans les oreilles, il a salué tout le monde. Cela montrait vraiment tout le respect qu'avait Tim envers les autres. Et une rangée derrière lui se situaient les toilettes du car. Vers 19h, le véhicule s'est arrêté pour prendre de nouveaux passagers. Mais il n'y en avait qu'un seul, un illustre inconnu pour Tim et tous les autres passagers du bus. Enfin, inconnu pas tellement, jusqu'à ce dramatique trajet. Cet inconnu, c'était Vincent Wigan Lee. Et croyez-le ou non, il est, avec la crise Covid, l'une des horreurs mondiales les plus connues liées à la ville de Wuhan. En 1992, en effet, il est diplômé de l'Institut de technologie de la ville avant de travailler jusqu'en 1998 à Pékin, en tant qu'ingénieur en logiciel informatique. Lee avait immigré au Canada le 11 juin 2001 et il en est devenu citoyen le 7 novembre 2006. C'est aussi sur le continent nord-américain qu'il a rencontré son épouse, Anna. Mais ça, c'est pas tellement important à vrai dire. Subvenant à ses besoins et ceux de son épouse comme il pouvait, il a entre autres travaillé pour une église dont le pasteur, Tom Castor, a affirmé qu'il était un employé dévoué et soucieux de bien faire son travail. Mais cependant, il existait une barrière quant à la langue que Vince Lee ne maîtrisait pas encore. Il n'avait pourtant jamais démontré d'excès de rage ou de crise de colère et ne s'était jamais fait remarquer, que pour sa connaissance et son enthousiasme à travailler. Les employeurs suivants ont également témoigné de l'exemplarité de Vince Lee au travail et jamais personne ne s'était plaint qu'un quelconque comportement violent, ni même étrange ou suspicieux, qui aurait pu prédire ce qui allait se passer d'horrible par la suite. Pourtant, Vince Lee s'avérera avoir été frustré de sa situation, car en dépit de son haut niveau de formation et de ses diplômes, l'immigration et la barrière de la langue le condamnaient à tout recommencer, en quelque sorte sur le plan professionnel, et il ne trouvait que des emplois précaires. Enfin, pour ne pas arranger la situation de celui-ci, il est diagnostiqué par un psychiatre comme étant schizophrène. Mais Vince Lee ne prenait pas le traitement qui lui avait été prescrit. Son état mental, comme il ne prend pas les médicaments, vous l'avez deviné, va se dégrader d'année en année, et il va commencer petit à petit à montrer un fort déséquilibre psychique. Le parfait exemple que je peux vous donner là pour vous montrer qu'il est en train de dériver complètement, le Vince, il a subitement, du jour au lendemain, quitté sa femme en ne laissant seulement qu'un post-it sur la porte où il est écrit ceci: « Je m'en vais, ne me cherche pas, j'aurais aimé que tu sois heureuse. » Avant de monter dans le bus, cette terrible nuit de juillet 2008, il avait d'abord voyagé par le biais d'une autre ligne de la même compagnie, de laquelle il était finalement descendu pour en prendre une autre, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi il a fait ça. Il venait de passer la nuit à attendre l'autocar, assis sur le banc d'arrêt de la ligne, tout seul, regardant droit devant lui, et ça on le sait grâce au seul témoin qu'il y avait sur place, qui a rapporté avoir constaté un comportement assez étrange chez Vince Lee. Le témoin, qui se souvenait de l'homme pour son comportement particulièrement étrange, a aussi vu Lee vendre un ordinateur qu'il avait sur lui. Il aurait vendu apparemment $75 à un gamin qui passait par là. Lorsqu'il est monté dans le bus dans lequel se trouvait Tim McLean, il a été décrit par plusieurs témoins comme étant un homme de grande taille, dans la quarantaine, à la tête rasée et portant des lunettes de soleil. Dans un premier temps, depuis sa montée jusqu'à un autre arrêt, il s'était installé à l'avant de l'autobus. Après un autre arrêt du véhicule dans la ville de Brandon, qui permet à Tim de descendre fumer une cigarette, Vince Lee a changé de place et s'est ensuite assis auprès de Tim,
qui s'était paisiblement installé. La musique sur les oreilles, endormi par le trajet, Tim aurait à peine réagi à la présence de son voisin. De nature sociale et autonome, il est probable que la présence du copassager ne le dérangeait pas, puisqu'il prenait les transports en commun et qu'il était normal que d'autres passagers utilisent les lignes d'autocar. Le trajet continuait donc le long de la route transcanadienne, a priori de manière paisible. Aucun des passagers ne se doutait qu'ils étaient sur le point, tous, de vivre la nuit la plus traumatisante de leur vie. Le car roulait alors la nuit, les passagers majoritairement ensommeillés, bercés par la diffusion du film La légende de Zorro sur les écrans du bus, patientaient afin d'arriver à leur destination respective. Mais là, brusquement, sans que personne ne comprenne, un cri terrifiant a résonné dans l'habitacle. Les témoins du drame ont rapporté plus tard qu'une fois après avoir saisi la situation, ils ont compris qu'il s'agissait du jeune passager avec les écouteurs, Tim, qui hurlait de terreur et de douleur. Vince Lee était en réalité en train de poignarder au cou et à la poitrine Tim avec un gigantesque couteau. Et dites-vous que Tim va vivre cette horreur indescriptible encore adossée à la vitre du bus dans la position qu'il avait durant son sommeil. Mais la situation, déjà incroyablement effroyable, ne faisait que commencer. Possédé comme un diable en pleine crise, Vince Lee va continuer à poignarder Tim. Les témoins diront même qu'il était mécanique dans ses gestes. À ce stade, j'aimerais vraiment savoir comment vous aurez réagi face à une telle situation horrible. Est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre de scène? Bon, c'est très rare, c'est un faible pourcentage, j'imagine en commentaire, qu'il n'y aura pas tout le monde qui dira oui, moi oui, j'ai vécu ça. Évidemment non, j'en suis conscient, mais j'aimerais bien savoir si des gens en commentaire ont vécu ce genre d'histoire. Est-ce que vous avez déjà été face à une situation traumatisante à ce point-là? Dites-moi tout en commentaire, je prendrai le temps de les lire. Rapidement alerté par les hurlements de terreur des passagers qui l'enjoignant de s'arrêter, Bruce, le chauffeur de l'autobus, a stoppé le véhicule sur le bord de la route et tous ont fui en dehors du véhicule. Tous vont se mettre à crier à Vince Lee de poser son arme, d'arrêter. Mais chacun, il faut se l'avouer, craignait aussi pour sa vie. Ici encore, je serais assez curieux de savoir ce que vous auriez fait à la place d'un témoin. N'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire. Seul Bruce, le chauffeur, était resté dans le bus pour tenter de venir en aide à Tim. Mais effrayé par Vince Lee qui le menaçait aussi, il a fini par sortir rapidement en verrouillant les portes du bus derrière lui, abandonnant définitivement, dans la panique, le jeune Tim McLean à son terrible sort. La seule solution pour eux était maintenant d'appeler les forces de l'ordre, afin qu'elles viennent maîtriser le forcené, désormais piégé sur la scène de son crime. La circulation continuait sur la route, et Christopher, un chauffeur de 28 ans, alerté de voir un bus et ses passagers à l'extérieur sur le bas-côté, a décidé de s'arrêter pour voir s'il pouvait leur venir en aide. Malheureusement, il ne pouvait pas faire grand-chose pour Tim. Et lorsqu'il s'est rendu compte de la situation qui paniquait les passagers, il est allé chercher dans son camion tout ce qu'il trouvait pour consolider au mieux les barricades et maintenir l'agresseur à l'intérieur du bus. Pendant que les témoins, horrifiés et démunis, attendaient encore les forces de l'ordre, un autre chauffeur d'autobus de la compagnie Greyhound, Bernie, qui passait par l'autoroute et a vu son collègue en difficulté sur le bas-côté, s'est aussi arrêté. En comprenant l'horreur de la situation, il a essayé lui aussi à son tour de venir en aide à Tim. Mais immédiatement, dans le bus, il ne l'a pas vu. Son attention s'était premièrement portée sur Vince pour essayer de le raisonner, de lui demander la raison de son acte. Mais, toujours agité, Lee apparaissait faire des allers et retours dans l'allée principale du bus, et aurait tenté de démarrer même le moteur, sans y prévenir. Vince Lee, comprenant qu'il était bloqué et qu'il n'avait aucun moyen de sortir de ce bus, il a ensuite frappé avec son couteau contre les vitres du bus qui n'ont heureusement pas cédé. À 21h, les secours sont enfin arrivés sur les lieux. Les forces de l'ordre se sont déplacées, armées et en compagnie d'un négociateur, puisque Lee était en pleine crise et que son discours n'avait plus aucun sens. Il hurlait vouloir rester dans ce bus pour toujours. Ayant choisi la prudence de ne pas engager plus de victimes, les forces de l'ordre mettront bel et bien 3 heures à maîtriser l'homme. Durant les longues heures de négociations totalement irrationnelles avec Vince Lee, ce dernier s'adonnait à un spectacle des plus macabres. Et là, âme sensible, s'abstenir. Car ce que je vais vous raconter est vraiment hardcore. Et je sais même pas si ça passe sur YouTube, donc il y aura forcément des trucs à biper, je pense. D'abord, il continuait de découper des petits morceaux du corps de Tim avec son couteau. Et les mettait ensuite dans des petits sachets qu'il avait sur lui. Et il aurait pu s'arrêter là. C'est déjà horrible. Non, évidemment non, il s'est pas arrêté là. Et la suite est pire. Il a poussé l'horreur jusqu'à ensuite décapiter la dépouille de Tim McLean avant d'en exhiber la tête depuis l'intérieur du bus aux témoins à l'extérieur, faisant des allers et retours dans le véhicule, brandissant fièrement son sordide trophée, la tête de Tim. Enfin, couvert de sang, il est alors retourné près des restes de Tim pour en découper un bout avant de le manger, exalté par le sang qui le recouvrait. Ce n'est que peu de temps avant l'interpellation de Vince Lee que les témoins ont été pris en charge par une brigade qui les a emmenés en lieu sûr et a recueilli petit à petit leurs témoignages. Il aura fallu attendre que Vince Lee, toujours dans sa folie, se mette à frapper encore sur les vitres au point d'en briser une afin de pouvoir l'interpeller enfin et le neutraliser. Lorsque les forces de l'ordre ont pu accéder au bus,
Devant eux, il y a une scène des plus traumatisantes. Vince avait disséminé dans le bus recouvert de sang des sachets plastiques qui contenaient des morceaux de chair de Tim. Son corps, je ne vous en fais pas un dessin, il a été réduit en charpie à tel point qu'il va manquer une oreille, un œil, un nez et une langue. En plus que celle-ci, la tête, soit arrachée de son corps. Séparée, littéralement. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit en début de vidéo que ça allait être assez hardcore. Et j'aurais sûrement mis d'ailleurs peut-être une prévention au tout début. Les forces de l'ordre finiront même par en trouver une partie dans les poches de l'agresseur qui, dans un élan de lucidité, demandait alors qu'on le mette à mort pour ce crime qu'il venait de commettre. Enfin, dès le matin, la compagnie de bus dépêchait un nouveau véhicule et un chauffeur auprès des passagers pour les récupérer au poste de police, leur permettre de faire des courses, pour se changer et même se ravitailler après cette terrible épreuve, et les ramener, évidemment aussi, définitivement en sécurité à Winnipeg, leur destination d'origine. Je pense qu'il faut vraiment en être victime pour imaginer le trauma que ça a dû leur laisser. Je ne sais même pas si j'aurais eu la force moi après de reprendre les transports en commun. Évidemment que non. Évidemment que non. Le procès de Lee a débuté le 3 mars 2009. Lee plaidant non pénalement responsable pour cause de troubles mentaux. Évidemment. Il reconnaissait, certes à avoir commis l'infraction, mais ne pas avoir eu le contrôle de son esprit, et donc d'avoir été incapable de juger de la nature et de la qualité de l'infraction, et de savoir que l'acte était mauvais. Le psychiatre de Lee va même déclarer pendant le procès que la psychiatrie qu'il avait ne permettait pas normalement de l'inculper. Il a affirmé en fait que Vince Lee était dans l'obligation d'attaquer Tim McLean, car des voix qu'il croyait provenir de Dieu lui disaient de tuer McLean, sans quoi il se serait lui-même tué. En fait, pendant son épisode psychotique, McLean ne voyait pas du tout Tim McLean, mais bien en fait un extraterrestre, un démon, une vraie force du mal devant lui. Tim devait pour lui être détruit, à tel point qu'il a jugé nécessaire de mutiler le corps de Tim McLean. Le 5 mars 2009, Vince Lee, alors âgé de 40 ans, a été reconnu non criminellement responsable du meurtre. Et il a donc été envoyé dans un établissement de santé mentale à haute sécurité. Car oui, il faut pas déconner, c'est quand même un meurtrier. Bien entendu, quand la famille va apprendre ça, ils vont évidemment juger ça complètement inadéquat. Et petite anecdote par rapport au père de Tim, dites-vous qu'il s'est tatoué le visage de son fils sur la poitrine pour le porter toujours avec lui sur son cœur. Si vous vous souvenez bien, au début je vous ai parlé de Tim, qu'il allait avoir un enfant, et bien oui, et bien cet enfant est bel et bien né. Il est né le 21 décembre 2008, 5 mois après la tragique mort de Tim. La mère en difficulté le confiera à la mère de Tim, sa grand-mère, qui l'élèvera jusqu'à ses 9 ans avant qu'un procès ne déchire les deux femmes autour de cette garde. Colin, souhaitant à un moment donné, aussi récupérer son fils. Pour terminer, pour répondre à une question que beaucoup de personnes se posent normalement, Vince Lee, oui, il a bel et bien été libéré. Le 8 mai 2015, soit il y a presque 10 ans maintenant. Ce mec est en liberté actuellement. Bon, il doit être suivi psychologiquement, mais là, il est potentiellement quelque part en liberté. Et ça me terrifie de savoir ça. Car si ce mec-là est en liberté, ce qui me fait d'autant plus peur, c'est cette information-là. Car si les psychiatres estiment qu'en prenant un traitement adapté, il n'y a que 7% de probabilité de récidive, c'est quand même 7%. Ce n'est pas rien. Donc restez quand même aux aguets la prochaine fois que vous prenez un bus. Prenez le vélo, en vrai, c'est une option qui peut être cool. Évidemment non, il faut pas psychoter non plus. Vivez votre vie, mais quand même, faut toujours rester sur ses gardes. Le spider sense, on n'oublie pas. Car je pense que vous n'aimeriez pas trop partager un bout de chemin avec lui. Cette histoire, elle est arrivée à un abonné qui n'est pas tellement un abonné pour être honnête. C'est un pote à moi qui s'appelle Sam qui me l'a raconté. Il a répondu à ma story. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir de fou. Quelle belle transition, c'est dingue. J'attends de savoir vraiment ce que vous en pensez de cette histoire car je la trouve assez énigmatique pour le coup et assez inexplicable. Je vous raconte ça. J'étais au collège, je devais être en 5e. Je crois. Il faut savoir que j'ai toujours eu le recul de me dire, quand il y a un truc bizarre, il y a toujours une explication rationnelle derrière. Donc c'est pour ça que cette histoire m'a assez marqué. Du coup, on va appeler mes deux potes Victor et Léa. Évidemment, ce ne sont pas leurs vrais noms. Un jour, Léa et Victor parlent de spiritisme. Je les écoute parler sans trop comprendre et ils me proposent de venir avec eux et faire leur séance. Vu qu'à cette époque, c'était les seuls potes que j'avais et que je détestais la solitude, je les ai accompagnés. J'aurais jamais dû, ok? C'est ce qu'il va mettre entre parenthèses. Donc on se pose dans un escalier, dans les couloirs du collège, qui était neuf. Il venait d'être construit. Détail qui sera important, vous le verrez, pour l'histoire. Et du coup, Léa m'explique comment ça marche. Elle dégaine un verre de sa poche et elle sort une table de Ouija de son sac. Qui se trimballe avec ça à 15 ans, bordel? Elle avait 2 ans de plus que moi. Et elle me dit, surtout tu suis bien tous mes conseils, parce que ça peut être très dangereux. Donc on commence notre séance avec Victor et Léa. Je me rappelle plus de grand chose à vrai dire, mais je me rappelle qu'à un moment, Victor a parlé de l'esprit en mal. Et là, je te jure qu'on a eu un flash blanc dans les yeux. Tous. Les trois, on s'est retrouvés au milieu de la cour sans avoir le souvenir d'être sortis du bâtiment par lequel on était rentré. Et personne
nous a vu sortir. Les gens nous ont vu rentrer dans le bâtiment, mais pas en sortir. Comme si on avait fait un TP sur la map, comme dans Minecraft. On retourne dans le bâtiment pour récupérer nos affaires, et là, on voit que sur le mur à côté de l'escalier, où on avait fait le spiritisme, une sorte de brûlure qui représentait une tête de bouc. Peut-être la baie de Satan, ça, on n'en est pas vraiment sûr. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après cet épisode, j'ai senti que j'étais suivi pendant quelques mois, comme si une présence m'accompagnait partout. Et pendant plusieurs nuits, il y avait des trucs bizarres qui se passaient chez moi. Des livres qui tombent de mes étagères, alors que mes étagères étaient très profondes, et vraiment c'était impossible qu'ils tombent à part si quelqu'un les touchait. J'avais la porte de ma chambre aussi qui s'ouvrait toute seule, en plein milieu de la nuit, et je voyais aussi une ombre me fixer la nuit très régulièrement. Dans ma chambre, à l'époque, j'avais un ordi, et celui-ci s'allumait tout seul. Et il y avait des musiques qui se lançaient des fois, toutes seules, totalement aléatoirement, et c'était des musiques que je n'avais pas du tout l'habitude d'écouter. Il y avait une guitare aussi dans ma chambre, et des fois, des notes se jouaient toutes seules. Alors comme expliqué au-dessus, j'avais toujours ce discernement qui me faisait me dire que pour la porte, c'était sûrement moi qui l'avais mal fermée, et que le chat avait sûrement dû, sans faire exprès, bouger la porte. Pour l'ombre, je me disais que ça devait être mon imagination. Pour l'ordi, j'avais pensé à un hack de mon PC, ou un virus. Mais pour la guitare, le livre qui tombe, plus la tâche qui est apparue dans le bâtiment, plus l'espèce de téléportation qu'on a vécue, je n'ai aucune explication à tout cela. Il faut savoir que je suis fils unique, et que ça ne pouvait pas être mon père ou ma sœur qui s'amusait à me faire des blagues. Et mon chat ne venait que très rarement dans ma chambre, et quand il venait, c'était juste pour se poser dans le lit contre moi, rien de plus, rien de moins. C'était pas le genre de chat à escalader pour faire tomber des trucs, étant donné que c'était un chat obèse. Dites-vous qu'il galérait à monter sur le lit, alors monter sur une étagère, c'était impensable de sa part. Et vu son poids, il aurait dégommé l'étagère, pas seulement de livres. Et mon chat n'était pas le chapeauté, donc je doute qu'il se serait amusé à me faire des accords de guitare pour que je m'endorme. Voilà, c'était mon témoignage. Abonnez-vous à la chaîne de Léo, le GOAT, sinon je vous retrouve et je vous mets dans un coffre. Alors, non Sam, c'est pas possible, car il est possible que j'aille du coup en prison à cause de toi, donc on va éviter ça s'il te plaît. Merci beaucoup pour ton témoignage, il était assez fou. Ce qui m'a marqué, c'est que tu étais seul quand tu étais petit, et j'espère que ça va mieux depuis. La morale était nulle, mais bon, on passe du coup à la 4e histoire. Sans plus tarder, on va passer à la 4e histoire, mais j'aimerais apparaître dans un endroit plus glauque que ça. Là, on est un peu trop à l'aise, je trouve. Salut Léo, je m'appelle William. C'est à cette heure tardive, en regardant ta dernière vidéo, qu'un ancien cauchemar très marquant m'est revenu à l'esprit. Je viens donc te le raconter ici. Bravo pour ton ascension, continue comme ça, c'est super. Merci beaucoup William. Actuellement, j'ai 29 ans et habite au Pays Basque. Je vis dans une famille modeste, mes parents sont artisans en pain d'épicier, ils fabriquent du pain d'épices, dans un petit village des terres depuis 30 ans maintenant. Ce village où leur entreprise a vu le jour s'appelle Ainoa. C'est un village pittoresque, entouré de montagnes très fleuries et avec un petit bourg dans son jus. Nous y avons habité de 1994 à 2010, avec mes parents et mon petit frère qui va verser 23 ans maintenant. Nous habitions autant dire sur le lieu de travail, dans un petit appartement au-dessus car nous avions peu de moyens. Cet appartement était au départ une vraie bénédiction, parce que c'est le premier où nous avions des vraies chambres. Avant cela, nous dormions dans la même avec mon petit frère. À 8-9 ans, ma perception des lieux a totalement changé. Il faut savoir qu'Ainoa est avant tout un village touristique, qui fonctionne en plein régime 3-4 mois dans l'année. Le reste du temps, il est peu fréquenté, et devient juste un village austère. Les maisons construites datent du XVIIe siècle pour les plus vieilles, et au vu de la mentalité peu avenante de la plupart des autres habitants, des choses ont dû se passer dans ces maisons par le passé. Même si j'ai un esprit assez cartésien, je sentais qu'autre chose habitait les murs de notre appartement. Des bruits me réveillaient la nuit, et ça allait au-delà des rats qui couraient dans la toiture de temps en temps, ou des grincements du vieux bois qui travaillait. Je me réveillais à cause du bruit de cliquetis, de chuchotements, bref, c'était assez terrible. Lorsque mon frère était nourrisson, il dormait souvent avec mes parents, et son petit lit à bascule restait dans le salon. Une nuit, je me suis levé pour aller aux toilettes, quand soudain j'ai entendu un bruit grinçant provenant du salon. Je suis donc allé au bout du couloir pour voir, et là j'ai vu que le landau basculait tout seul, sans qu'aucune action ne soit humaine. Mais ce ne fut pas le pire. Il arrivait que je fasse des cauchemars plus vrais que nature, et mes réveils en sursaut attestent le fait que je ne faisais pas de paralysie du sommeil. Je me réveillais en sueur, désorienté, parfois en pleurs à cause de l'intensité de ce que j'avais vécu inconsciemment. Bref, c'était vraiment affreux. Cette fameuse nuit, je ne saurais dire si ce qu'il s'est passé était un simple cauchemar ou une expérience relevant de la projection astrale. La scène ouvre sur moi, dans mon propre corps, en train de dormir. Quand j'ouvre les yeux, je vois mon enveloppe corporelle dormir dans mon lit. Mon point de vue est au-dessus. Je ne suis plus dans mon corps. Fasciné, je bloque, ce qui me semble être une éternité. Et soudain, j'entends un bruit de toc à la fenêtre.
Comme un réflexe, je réintègre mon corps et me réveille. Mais je suis toujours dans le rêve. Le bruit se répète et augmente sa cadence de plus en plus. Je me lève du lit pour mieux voir, je m'approche, le bruit sonne de plus en plus net et intense. Et là, lorsque ma tête est à 5 cm de la fenêtre, soudain, c'est une vieille main ensanglantée qui éclate les vitres de sa pomme. Un éclat me vient dans l'œil et je me réveille alors, vraiment cette fois, en sursaut et en sueur, les yeux rivés sur la vitre qui venait de se casser. Même aujourd'hui, cette image me marque et j'en tremble en t'écrivant. Lorsque je regarde la fenêtre, dans la vraie vie, et avec mes yeux d'enfant, il y a cette putain de trace de main en plein milieu. Comme si cette exacte même personne, vue dans mes rêves, venait de s'appuyer avec sa main contre la vitre. J'ai dû attendre qu'on ait les moyens vers mes 15 ans pour qu'on déménage et que cette chose-là ne se reproduise plus. Merci de m'avoir lu, si c'est le cas, ça fait du bien d'en parler. Plein de force à toi pour la suite. Agathe. Eh bien écoute, je vais raconter ton histoire, tu vas passer au tableau. Mon trauma, mon plus gros trauma honnêtement, je ne sais pas si vous c'est votre trauma, personnellement c'est mon cas. Bonjour, je m'appelle Agathe et je voulais te faire part de 2 périodes de ma vie où il s'est passé des choses assez mystérieuses. J'ai 19 ans, mais les faits se sont déroulés vers mes 12 ans. En février 2016, mon grand frère est décédé, puis mon grand-père en septembre. C'était un moment très compliqué à surmonter, mais petit à petit, on doit s'y faire. À cette époque, mon père n'avait pas encore déménagé de la maison. Et il y avait toujours la chambre de mon frère, j'aimais beaucoup y aller. Il faut savoir que je n'ai jamais ressenti aucune onde mauvaise ou autre. Mais ce soir-là, tout était complètement différent. Je partageais ma chambre donc avec ma demi-sœur en attendant les prochains lits. Nous dormions donc sur le sol. Nos matelas se touchaient au niveau de la tête et elle, ma demi-sœur, avait un accès direct sur une sorte de couloir en demi-cercle. Aucune de nous ne dormait. Et je l'entends dire à un moment donné, c'est qui ? Je me retourne donc directement vers la porte de notre chambre et là, je me mets à la voir. Je me mets à voir une ombre très grande portant une sorte de chapeau d'inspecteur et un long manteau noir. Sur le moment, je n'ai pas du tout eu peur. C'est seulement le lendemain matin, avec ma demi-sœur, qu'on reparle de ça et on se dit que quelque chose clochait. On a demandé à nos parents s'ils étaient réveillés, en sachant que si un se lève, l'autre se réveille immédiatement. Et aucun des deux ne s'était levé. À ce jour, on ne sait toujours pas ce que c'était. Et je préfère honnêtement ne pas le savoir. J'ai une deuxième histoire à te partager sur une assez longue période de ma vie. Il faut savoir que j'ai énormément déménagé. À l'âge de mes 13 ans, ma mère et mon beau-père décident de louer une maison dans une charmante ville. C'était une vieille bâtisse des années 1800 qui était à l'origine 2 maisons. Ça s'étendait sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, il y avait une cuisine, un salon, une véranda et un accès à la cave. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage, il y avait une buanderie. Au premier étage, il y avait une salle de bain, la chambre de mon petit frère et celle de mes parents. Et puis au deuxième, il y avait la mienne, avec ma salle de bain et un bureau. J'étais toute seule. Au début, rien ne se passe. Et petit à petit, l'ambiance commence à devenir de plus en plus bizarre. Un soir, aucune de mes fenêtres était pourtant ouverte, je sens une brise de vent sur ma tête, avec une odeur bizarre, de vieux parfums féminins. Je me sentais toujours observé dans le même coin de la pièce, sous une charpente en face de mon lit. Quand j'allais à la douche, je me sentais toujours observé derrière le rideau. Il y avait quelque chose de vraiment très pesant. Aussi, le soir, je ressentais toujours quelque chose derrière moi, mais je ressentais que cette chose n'était pas bienveillante. Elle était mauvaise. Je me sentais très mal à l'aise. Et j'ai appris plus tard, grâce à des récits de ma famille, que ma mère avait un jour fait une sieste dans la chambre de mon petit frère et qu'elle avait entendu des bruits. Des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait autour du lit. Mon petit frère un jour prenait son bain. Et il adorait, il faut savoir, jouer avec ses figurines pop. Et à un moment, il dit « Noé », prénom de mon grand frère, « si tu es là, fais tomber une figurine. » Et d'un coup, une pop s'est mise à tomber. Cet événement va terroriser mon petit frère à tel point qu'il s'est très vite réfugié dans les bras de son père. Aussi, un jour, il était dans sa chambre et jouait avec la caserne de police Playmobil. Et il avait une caisse où il mettait ses jouets. Et là, pour aucune raison, elle s'est mise toute seule à se refermer, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il y a beaucoup d'autres choses minimes, mais depuis, on a déménagé. Et heureusement. Merci beaucoup Agathe de nous avoir partagé ton histoire. Elle aura permis à ma personne finalement de parler du Atman, de cette forme étrange qui apparaît dans les rêves des gens, qui terrifie tout le monde. Ça m'a fait plaisir d'en parler. Même si tu me le précises à la fin de ton histoire, on espère que tu ne vis plus des choses un peu flippantes avec ton grand frère du coup qui est malheureusement décédé. Et je t'envoie toutes mes condoléances et toute ma force, également à toute ta famille. Mais voilà, j'espère qu'il a pu retrouver la lumière comme dans la série Ghost Whisper. Vous savez quand la femme est trop long l'explication, pardon, j'arrête là. On passe à la prochaine histoire. On passe maintenant à l'histoire de Colline. Colline qui est une abonnée. Il dit que des trucs sensés pour cette fin de vidéo, c'est terrifiant. Bonjour Léo, je vous ai découvert il y a peu de temps sur YouTube et je me suis abonné directement après cela. Merci à toi. Je vais essayer d'être clair et rapide malgré le fait que cette aventure terrifiante ait duré un bon nombre d'années. Je m'excuse par avance pour les fautes d'orthographe. Écoute, on ne veut pas Colline, on en fait tous, ça arrive à tout le monde. À cette époque, nous vivions avec ma sœur, ma mère et son compagnon dans un appartement depuis plusieurs années. J'avais alors 15 ans. Il ne m'était jamais rien arrivé de spécial ici.
Seulement, depuis que je suis enfant, j'ai toujours prétendu voir et entendre des choses, ce qui m'avait vendu un rendez-vous avec un psychologue. Il avait fini par constater que j'avais beaucoup d'imagination. J'ai fini par mettre de côté donc mes hallucinations imaginaires. Seulement, je n'étais plus une enfant lorsque cette histoire terrifiante s'est produite. Un jour, ma grand-mère m'a offert un secrétaire, un magnifique bureau venant d'une amie à elle, décédée. Secrétaire qu'elle-même avait récupéré de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. À partir du moment où ce bureau a fini dans ma chambre, ni ma sœur ni moi nous nous y sentions bien. J'ai commencé à faire des cauchemars et j'avais la certitude que quelqu'un m'observait la nuit. J'ai décidé de n'en parler à personne et j'ai vécu des mois en gardant cela pour moi et en subissant mes imaginations. Plus les semaines passaient et plus des objets tombaient dans mon bureau, les tiroirs frappaient de l'intérieur et le bois craquait. Et malheureusement, comme nous dit Colline, il n'y avait pas que ça. Avec ma sœur, la situation empirait, elle devenait de plus en plus agressive et on en venait à ne plus se supporter du tout. Un soir, lors d'une ultime embrouille dans la cuisine, un verre s'est littéralement brisé. La mère, témoin de la scène, n'en croyait pas ses yeux. Notre chien s'est mis à hurler et à courir dans l'appartement sans raison. Il a fini même sous le lit de ma sœur à grogner. Il montrait les crocs et on ne comprenait vraiment rien à cette scène surréaliste. Et un autre soir, ça a recommencé. Ma sœur s'est remise à hurler. Elle a ouvert la porte de ma chambre et m'a supplié de sortir. Elle m'a dit qu'elle était en danger, qu'elle avait fait un cauchemar dans lequel quelqu'un s'était accroché à moi et ferait tout pour détruire tout ce qu'il était possible autour de moi. Là, j'ai commencé à avoir peur, surtout quand je lui ai demandé de me décrire la personne et qu'il s'agissait bien de celle qui m'observait tous les soirs. J'ai fini par tout raconter à ma sœur ainsi qu'à ma mère et nous avons décidé de garder cela pour nous, comme une mission. Nous allions essayer de tirer le vrai du faux, de comprendre, de rester pragmatique. Un jour, le fils du compagnon de ma mère, qu'on appellera Paul, âgé de 12 ans, dort dans ma chambre pour le week-end sur un petit lit d'appoint. Je suis dans mon lit, une nouvelle fois tétanisé par cette femme assise au bord de mon lit. Quand ma crise d'angoisse a commencé à monter, ce soir-là, Paul s'est réveillé en sursaut et a commencé à hurler au beau milieu de la nuit. « Il y a quelqu'un dans la chambre, papa viens vite, il y a quelqu'un !» Il était en pleurs et tout le monde est arrivé en panique. Il y avait bien quelqu'un et il venait de confirmer que non, je n'étais pas folle, que je n'avais rien imaginé depuis le début. Après ça, j'ai décidé de faire des prières et de nettoyer l'appartement. Ce n'était pas la première fois que nous vivions des faits comme ceci. Seulement, nous pensions que tout cela était terminé, ou simplement que nous étions débordés d'imagination. Ma mère vit toujours dans cet appartement et il ne s'est plus jamais rien produit. Pour ma part, j'ai fermé tout contact avec le monde invisible. J'ai été traumatisé. Et on le comprend, la Colline, avec ce que tu nous racontes, c'est... On peut comprendre que tu as voulu tout stopper avec ça. Même s'il m'arrive encore de ressentir des choses, 12 ans après, je ne suis toujours pas prête à revivre des faits similaires. Je vous remercie pour l'attention portée et j'ai hâte de découvrir de nouvelles histoires sur votre chaîne. Waouh! Fou, merci beaucoup Colline pour ton histoire. Colline qui est d'ailleurs le même prénom qu'une pote à moi. Pas important dans l'information. Désolé, il est tard, je commence vraiment fatigué, je commence vraiment à partir en steak, littéralement. Donc voilà, je voulais quand même remercier Colline pour son histoire. Merci d'avoir pris le temps de me la raconter voilà, par écrit, d'avoir pris ce temps-là pour moi. Je trouve ça tellement gentil. Et même voilà, je remercie tout le monde, tous les gens qui prennent le temps et qui n'ont pas forcément leur histoire sélectionnée dans les vidéos. Voilà, je tenais quand même à vous remercier parce que évidemment, je peux pas prendre toutes les histoires. C'est assez complexe de tout raconter parce que je reçois de plus en plus d'histoires. J'essaie de sélectionner les plus crédibles, les plus voilà, qui me touchent le plus, on va dire. Et Colline, si son histoire je l'ai sélectionnée, c'est qu'elle m'a touché. Et j'espère qu'il faut que voilà, tu n'auras plus de problème avec tout ça et que tes dons se soient un peu éloignés de toi et que tu arrives du coup maintenant à vivre en paix avec toi-même. La prochaine histoire, du coup, c'est la dernière. C'est qui nous la raconte et j'ai trop hâte parce qu'elle est assez particulière, vous allez voir pourquoi. Hello Léo, aujourd'hui je me permets de t'envoyer un message car cela fait longtemps que j'hésite à raconter mon histoire, que l'on peut considérer comme paranormale. Je m'appelle j'ai aujourd'hui 24 ans et plus jeune, il m'est arrivé plusieurs histoires étranges. Aussi loin que je me souvienne, j'ai eu des difficultés à dormir, fait des paralysies du sommeil où je me faisais littéralement taper. Et pour l'histoire que je vais te raconter, je suis quasiment certaine que ce n'est pas ça. Voici le contexte général. Dans la maison de mes parents, il y a toujours eu des choses un petit peu étranges. Des objets qui glissent sur le sol, qui tombent, bref, des trucs hyper bizarres. Mais j'étais assez jeune quand j'ai eu de tels phénomènes. Donc aujourd'hui encore, je n'arrive pas à croire certains événements qui m'ont pourtant terrorisé gamine. J'ai toujours ce doute qui m'habite. Parfois je me dis que c'est peut-être mon imagination. Mais un jour, en pleine nuit, mon père et moi-même avons été réveillés par un énorme boom. Un boom qu'on connaissait, puisqu'à l'étage, mes parents avaient fait emménager les combles pour faire une salle de jeu. Lorsqu'on ouvrait les tiroirs d'une commode, celle-ci tombait avec le poids et faisait exactement ce boom spécifique. Mais lorsqu'on est monté à l'étage, rien du tout. Aucun événement bizarre à signaler. Il y avait donc quand même quelque chose qui se passait dans cette pièce notamment. Mais étrangement, plus tard, j'ai voulu installer ma chambre, car je faisais énormément de cauchemars et des paralysies dans celle du bas. À l'instant où j'ai emménagé dans cette pièce, mes cauchemars ont cessé. Trop bien pour toi. Je suis content, c'est j'imagine la fin de ton histoire. Pas du tout, loin de là. Le pire n'est pas encore arrivé. J'étais ravi,
Jusqu'au jour où, à mes 18 ans environ, soit plusieurs années après les derniers phénomènes étranges, j'ai eu une horrible sensation d'être observé. Très régulièrement, mon regard se portait à l'entrée de ma chambre, au niveau de la porte. Je me surprenais moi-même à instinctivement regarder là-bas, mais ça restait vraiment à l'entrée. Ça ne semblait pas passer le seuil de la porte. La semaine suivante, je décide d'organiser une petite soirée d'anniversaire chez moi, et là, je précise qu'aucun invité n'était au courant des petites blagues de la maison, donc a priori, il ne pouvait pas être conditionné et s'inventer des choses. Plus tard, dans la soirée, les invités m'ont à plusieurs reprises fait remarquer les bruits de pas à l'étage. Là encore, étant tout de même assez raisonnable, j'ai expliqué que ça devait sûrement être le bois qui travaillait. La maison est récente, mais il est possible que par moment, le bois se mette à craquer. C'est une maison après tout. La soirée se passe sans encombre et le lendemain matin, 2 invités, ayant dormi en haut, dans la chambre en face de la mienne, me disent naturellement qu'ils ont mal dormi parce que la chaudière s'est déclenchée en pleine nuit, faisant beaucoup de bruit. Je n'ai rien dit à ce moment-là pour ne pas les effrayer, mais chez moi, il faut savoir qu'il n'y a pas de chaudière. Et rien ne pouvait donc expliquer un tel bruit en haut. Mais malheureusement, ce n'est pas encore fini. Suite à cette soirée, cette impression d'être observé s'accentue, jusqu'à une nuit où je me réveille et j'entends très distinctement une voix de femme me chuchoter. Je pense avoir rêvé honnêtement, mais j'avoue que j'ai quand même eu peur à ce moment-là. Je me mets donc sous la couette, ferme les yeux et ne bouge plus. Puis, de nouveau, j'entends à nouveau dans un chuchotement un peu plus fort. Je suis terrorisé sous ma couette. Puis, étonnamment, je me rendors et passe une nuit super calme et reposante. Dès le lendemain, ma sensation de ne pas être seul avait complètement disparu. Comme si la personne qui était là, voyant que je ne répondais pas à ses interpellations et qu'elle finissait par me faire peur, était parti. Depuis ce jour, il ne m'est plus jamais rien arrivé dans cette maison. Mais cette période restera tout de même marquante. Merci à toi, merci pour ton contenu si qualitatif. Pourrais-tu biper ou changer mon prénom? Merci de me le dire à la fin, c'est adorable. J'aimerais rester très anonyme, ne voulant pas que des proches fassent un lien quelconque avec mon histoire. Merci encore. Merci beaucoup à toi. En vrai, ton histoire est juste folle, j'aurais dû encore biper. Je ne comprends pas que tu n'es pas parti directement après que tu as entendu le premier. Je serais parti instantanément. Vraiment, c'est terrible. Tu es hyper courageuse. J'espère que voilà, tout va mieux, que tu n'as pas encore vécu d'autres événements après cela. Je n'ai plus les amis qu'à vous dire merci beaucoup pour avoir suivi ces histoires. Et oui, c'est déjà la fin les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous aurez pu vous détendre, passer un bon moment après le taf. Je suis hyper fatigué pour être totalement transparent, donc là je vais aller dormir. Il est quelle heure Antoine? Ouais, il est 3h50. On a encore beaucoup de route à faire. Oh, c'est terrible, putain. Je vous rappelle, si vous voulez m'envoyer vos histoires, il y a mon adresse mail juste là et mon Instagram juste ici, voilà. leo@wearefresh.co pour les mails et leo-tv pour Instagram pour m'envoyer toutes vos histoires. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de lire les prochaines. Viens Antoine, viens. Antoine, mon cadreur qui m'accompagne sur toutes les vidéos. Ça va aller très vite. Bisous tout le monde. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. Most important thing. Yeah, we love him. We should also... We have 2 points. I think we should do this. Dash and jump actions consume 40% less stamina. Because then we can run forever. I think you found it, Monster. So right now we found a town, and we can hire people in this town. We can hire this tailor. He makes us armor. And that helps more than you know. wait. Good leather, strong steel. This guy sells... Oh, this guy sells weapon plans. Clay and logs. Oh, this is nice. Maybe we should have bought this, but it's okay. We can buy more later. Heard the news? A merchant brig ran aground. We go. We're just checking because different factions can give us different things. And I think we should probably unlock the faction that gives us ships. What do you guys think? You ever seen the plagued ones? Oh, bark. We unlock the ships? Do we hire this woman? Results. Oh, she sounds so One sexy. I'll create Guys, I think I'm gonna hire that NPC just because she sounds sexy. Can you guys stop me? Don't touch me. What's wrong? I'm sorry. You fight for us, you're equipped.
Okay, so how can we get ship weapons though? We can get different ship designs, but not ship equipment. Do you guys know who sells ship? Can we buy actual ships? Like, can we steal those ships that are parked here? Georgia noted, I say that that girl is sexy. Her voice is sexy. You cross the right people. And I want to hire her because her voice is sexy. Well, yeah, well, is it bad that I want to hire an NPC because her voice is sexy? Oh, this is the ship. What do you guys think it's better? We unlock new ships or new cannons? £36. New ship, more cannons? Both? We can't do both. Oh shit. Brethren, We cannot boy, take other ships I've got the though. Brethren's finest equipment. Just for you, pal. Can we buy this new ship design? We would need 1,000. Here, how about Remark this? Counts. How much? Hold on, let me sell one. Oh my god. Calm. Okay, we have 2 reputation with these guys. Strong That hands, allows us to strong plan. buy. We can get a brig. Do you guys wanna